Poulet numéro 728 120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets. Alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Eh bien, bonjour et bienvenue dans notre grand centre culturel financé par l'Europe. Ça va, vous êtes bien installés? Oui? Ici, très bien. Vous pouvez respirer, comme vous voyez, tout est aux normes. Et c'est au nom des normes d'hygiène, de santé et de sécurité que je voudrais vous remercier. Alors, merci tout d'abord d'avoir tous accepté, sans broncher, de passer par notre dispensaire pour faire vérifier votre carnet de santé. Tout le monde est à jour pour tous, c'est parfait, vous êtes irréprochables. Merci. Merci d'avoir accepté de passer par notre sas d'identification, bien entendu, et merci de vous être tous déchaussés pour emprunter notre sas notre pédiluve anti-contamination. Alors, bien entendu, vous retrouverez vos chaussures parfaitement désinfectées après la conférence pour la modique somme de 2 €. La chaussure. Alors, quelques petites consignes, bien entendu, avant de commencer. Les déplacements se feront par l'allée centrale et les évacuations par les allées latérales. Au-dessus de vos têtes, mesdames et messieurs, un toit terrasse en bac acier recouvert de plusieurs épaisseurs de goudron garantie 15 ans. Comme vous pouvez le constater, les murs sont en béton banché, isolation phonique, isolation thermique, dans le plus parfait respect des normes BBC, bâtiments basse consommation. Évidemment, vos sièges sont indémontables et traités anti-acariens. Le tout vérifié par Socotec et Veritas, Satanas et Diabolo. Pour votre santé et votre sécurité, à ma gauche, un extincteur suivi d'un défibrillateur, suivi d'une armoire d'amphétamine bonne mine, servez-vous, pour les petits coups de mousse sans aucune contre-indication, suivi d'un distributeur de pilules anti-burnout, dit encore pilule Pariso, en remplacement de toutes vos protections sociales. Un peu dur à avaler, un peu grosse la pilule, mais vous verrez, ça passera, avec un petit verre d'eau. Bien. Alors, je vous rappelle que nous sommes en démocratie et que vous êtes invités, bien entendu, à vous exprimer en toute liberté. Il est interdit de photographier, il est interdit d'enregistrer, vous rallumerez vos portables en sortant, merci. N'oubliez pas, en sortant, nos distributeurs de préservatifs Frontex partout en Europe, pour le contrôle des flux migratoires. Voilà, je vous rappelle que cette conférence est une conférence contre la démarche qualité, la certification et, ma foi, contre la traçabilité, qu'à ce titre, cette conférence est subversive et que la subversion peut nuire gravement à votre santé mentale et à celle de votre famille. Pensez-y quand même. Hein. Donc cette conférence, bien entendu, est sous contrôle. À cet angle, une caméra de sécurité doublée d'une caméra de surveillance. Voilà, vous pouvez respirer. Tout se présente parfaitement. Très bien. Voilà pour les consignes obligatoires. Maintenant, si vous voulez bien, je vous demanderai gentiment de bien vouloir vous lever pour entendre ce qui va suivre. C'est pour vous imprégner un petit peu du thème de la conférence. Vous voulez bien vous lever ? Merci. C'est plus sympa, ça va vous rappeler quand vous étiez petit. Enfin, pour les gens comme moi qui ont été élevés chez les sœurs, ça va vous rappeler votre enfance, je pense. Au moins le ton. Tu peux y aller, Frédéric ? Directive, loi, décret, arrêté circulaire,
400 000 normes pour les collectivités. Certification des systèmes, certification des produits, certification des services et des personnes, accréditation, démarche qualité label, contrôle inspection, évaluation, RGE, fin de l'artisanat, RSE, sacralisation du mécénat, ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, ISO 37000, nous ferons reposer dans les verts pâturages pour les siècles et des siècles. Amen. C'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Les normes, elles osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Les normes, personne ne les réclame, tout le monde leur obéit. Ah, toi, je ne sais pas, moi, je fais de plus en plus attention aux sanctions. On doit dire que depuis quand même quelques décennies, il y a de plus en plus de contraventions. Du même coup, l'administration a de plus en plus d'autorité et on ne conteste jamais le rôle de l'administration. Mais enfin, qui fait les normes et qui nous les impose? Eh bien, il y a deux types de normes. Il y a d'abord les normes obligatoires que sont les lois, les arrêtés, les circulaires, les ordonnances et puis les directives européennes. Et puis aussi, il y a les normes techniques. Les normes techniques qui sortent de la grande fabrique. Tu vas me dire, mais c'est quoi ta grande fabrique? Dans la grande fabrique, il y a l'industrie, bien entendu. Il y a aussi une nouvelle industrie qui s'appelle celle de la certification, qui est au service de l'industrie. Et puis il y a la grande distribution et bien entendu les investisseurs institutionnels, les banques, les financeurs. Voilà. Et comme finalement les normes obligatoires que sont les lois s'appuient sur les normes techniques, on a quand même une petite idée de à qui profite la loi. Alors, cette grande fabrique, je dirais qu'elle a à son service une grande église, une religion, qui est une religion 100% laïque, 100% high-tech et 100% industrielle, une religion qu'on appelle la traçabilité. Dans la traçabilité, il y a des tas de permissionnaires au service de la traçabilité qu'on appelle les audits, qu'on appelle aussi les contrôleurs. Voilà. Alors évidemment, cette sainte église de la traçabilité, eh bien, il faut bien reconnaître qu'elle sert un Dieu qui met à peu près tous les partis d'accord, la gauche, la droite, le centre, les extrêmes. C'est le Dieu du progrès technique qui va nous sauver, bien entendu, avec sa débauche de nouvelles technologies, sa débauche de déplacement, et puis ses contrôles, et puis ses sanctions, et puis ses audits, je dirais son inflation bureaucratique, sa pollution administrative et environnementale. Il faut bien dire qu'on a admis tout cela. Mais tu vas me dire, à quoi sert? À quoi ça sert la traçabilité? La traçabilité, si tu es d'accord avec elle, tu penses que c'est pour te protéger. C'est ce qu'on te raconte. Mais est-ce que ce ne serait pas de l'ordre de la croyance, justement? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Alors tu vas me dire, oui, mais quels sont les objectifs de la grande fabrique? Bien, les objectifs de la grande fabrique, c'est supprimer tous les indépendants, si possible, en supprimant leur savoir-faire et en récupérant toutes leurs pratiques. Les finalités, bien sûr, de cette grande fabrique, les finalités, c'est arriver à une production de masse avec une gestion centralisée pour une consommation de masse obligatoire. Si tu veux, ce que te demande la grande fabrique, c'est de lui servir de débouché. Tu lui sers de débouché en tant que salarié,
tu lui sers de débouché en tant qu'employeur, tu lui sers de débouché en tant qu'exploitant, donc en tant qu'exploité, mais aussi en tant que consommateur, bien entendu, et puis en tant que propriétaire de ta voiture, propriétaire de ta maison. Tu sers de débouché à la grande fabrique. Voilà, c'est un peu de ça qu'on va parler maintenant. J'allais dire ce soir, mais non, c'est vrai qu'il est 14h30. Principe de réalité. Alors, quand j'ai rencontré Franck Lepage, à la fin d'une de ses conférences gesticulées, c'était il y a 6 ans, je suis allée le voir, et puis je lui ai dit, écoute, je suis en train de me faire virer de mon boulot, là, j'ai trop de choses à dire sur les normes. Non, j'ai trop de choses à dire. J'ai déjà écrit quelque chose, je ne sais pas trop comment ça marche, ton truc, peut-être que ça t'intéresse ce que j'ai écrit. Il me dit, c'est quoi ton sujet? Alors je dis les normes. Il me regarde et puis il me fait, les normes? Mais c'est chiant comme la lune, les normes, qu'est-ce que tu veux faire une conférence gesticulée avec ça? Moi je trouve que les normes c'est complètement génial. Je suis trop content qu'il y ait des normes sur mon chauffe-eau pour pas qu'il me pète à la figure le matin dans ma cuisine quand je bois mon café. Alors je lui dis, bah, tu sais, en même temps, moi j'ai pensé ça longtemps aussi, je suis trop content qu'il y ait des normes. Parce que toi tu as appris que les normes elles servent l'intérêt général. Moi aussi je l'ai appris, alors longtemps j'y ai cru. Mais maintenant j'ai quand même un autre avis sur le sujet. Alors il me dit, ah ben d'accord, bon bah écoute, viens. Puis c'est là ta conférence si tu veux. Toi. Comment le sujet m'est passé à travers le corps en fait. Hein. Comment depuis toute petite les normes m'ont poursuivie. Comment j'ai été poursuivie par elles presque toute ma vie. Et comment depuis quelques années les normes c'est moi qui les poursuis en fait. Je vais vous raconter comment la blonde que je suis en fait, comment je dirais, a eu l'impression un peu toute sa vie de s'être trompée de train. Alors à chaque fois que j'ai eu l'impression de m'être trompée de train, je suis montée dans un autre, mais finalement, à chaque destination, finalement, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait écrit sur le billet. Je vais vous raconter comment, pendant 33 ans, en fait, j'ai vendu un futur meilleur à mes clients, sous réserve de leur endettement, bien entendu, quoi. Donc, j'aurais vendu une future acquisition, donc un futur bonheur. Et puis, je vais vous raconter que maintenant, finalement, j'essaye, alors que j'ai vendu du futur toute ma vie, j'essaye le plus possible de vivre au présent. Parce que j'emmerde le marché. J'aime bien le dire. Et comme j'emmerde le marché, vivre au présent, c'est pas tellement un truc qui est récupéré par le marché, le présent. Le présent, il te vend du futur, une future acquisition, un futur bonheur, une future rencontre avec Mythique. Et il a tellement bien compris comment tu fonctionnes, le marché, qu'il est même capable de te vendre du futur, mais avec des images du passé. Et on se laisse tout savoir. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai mangé des chips à l'ancienne, tu vois, toujours aussi savoureuse, mais ils ne mettent pas de piquant. Parce que sur le paquet, il y avait un monsieur qui ressemblait à mon grand-père et que derrière, il y avait une image d'épicerie qui me faisait penser à ma mère. Tu vois, chips à l'ancienne, toujours aussi savoureuse. Et finalement, tu vois, mes grands-parents, ils n'en ont jamais mangé des chips. Pas plus des yaourts la laitière, tu vois. Il est trop fort le marché, tu te laisses avoir tout le temps. Alors moi, ce que je te disais, c'est que maintenant, j'essaie le plus possible de vivre au présent, par exemple. Maintenant que j'ai du temps, maintenant que j'ai été virée, et bien, tous les matins, je m'oblige à voir la petite fumée au-dessus de mon bol de café, à bien respirer son odeur, celle du pain grillé avec du beurre, voilà. Et puis, maintenant, je suis le plus possible, j'essaie de voir le monde avec mes yeux et plus avec mes raisonnements. Ce que je vais t'expliquer, c'est que longtemps, j'ai vu le monde avec mes raisonnements et que ça change tout. Alors, principe de réalité, ce que je fais le matin, moi, par exemple, j'ouvre ma fenêtre, tu vois, parce que je ne consulte jamais la météo. J'ouvre ma fenêtre tout simplement. Tu verras que d'ici quelques temps, ça deviendra révolutionnaire d'ouvrir sa fenêtre. Donc, pour te dire d'où je viens et pourquoi je parle des normes, c'est parce que pour moi, dès toute petite, tout allait de travers. Comme j'adore les Romains, je vais te parler un petit peu des normes chez les Romains. Je préfère les Gaulois, mais les normes chez les Romains me fascinent parce que
Si j'étais née chez les Romains, qui étaient fascinés par ce vieux mythe, vieux comme le monde, de la standardisation, comme nous, je n'aurais pas vécu, j'aurais été éliminée dès le départ, parce que déjà, je ne faisais pas le poids. Je ne faisais même pas 2 kilos. Quand tu naissais chez les Romains, tout de suite, on t'enlevait et tu passais devant un jury, exclusivement masculin, bien entendu, les filles, il ne faut pas arriver, qui jugeait de ta robustesse. Si tu n'étais pas robuste, tu étais éliminé. Si j'étais née chez les Romains, j'aurais été éliminée. Heureusement, je suis née chez les Gaulois qui, eux, à l'opposé des Romains, faisaient l'éloge de la différence et faisaient la promotion de la diversité. Si je vous dis que je suis née chez les Gaulois, parce que je suis née dans un tout petit village qui s'appelle Lacage. Donc t'imagines, un tout petit village face à la mer à perte de vue, un petit village en plein vent sur une falaise en Bretagne. La mer à perte de vue et autour de mon village des champs avec des petits agriculteurs qui pratiquaient l'agriculture diversifiée. Je suis née dans un atelier d'éducation populaire qu'on appelait autrefois un bistrot. Un bistrot qui était tenu par ma mère, Thérèse, un bistrot qui faisait épicerie. Et j'ai grandi les pieds dans les copeaux de l'atelier de mon père, Robert Marie, menuisier, charpentier et coiffeur, pour la clientèle de madame tous les dimanches matins, où tu avais le droit de couper les cheveux de tes voisins sans avoir peur d'aller en tôle, hein, parce que maintenant c'est un peu ça quand même. Donc je suis née dans ce petit bistrot-là, et si je vous dis que tout est allé de travers, c'est parce que du même coup pour moi, mon enfance, ça a été chaussures orthopédiques, gouttières, corset à baleine. En fait, ma colonne vertébrale ressemble à une route en lacet. Si bien que j'ai grandi avec une gibbosité dans le dos. Et du même coup, mon enfance n'a été qu'une succession de redressements et de rééducation. Alors ça donnait un petit peu ça. Vas-y, continue tes mouvements, Régine. 151, 152, 153. Voilà, continue, tu vas jusqu'à 300. Oui, alors, Madame Marie, je vous disais, Madame Marie, vous savez, en continuant de la muscler comme ça, jusqu'à l'adolescence et même après, on va essayer de combler la gibbosité, vous voyez. Donc, après, vous l'aurez à peu près droit de votre fille, vous voyez, à peu près. Je vous jure que pour paraître normale, quand j'étais petite, je marchais plus droite que droite et je m'endormais, c'est vrai, au garde à vous. Garde à vous, feu, dormez. Mais au petit matin, ça n'avait rien changé. Je découvrais, bien sûr que j'étais tordue, mais aussi que finalement, je n'étais pas tordue que de cette façon, puisque dès que j'ai commencé à faire des compositions, comme on appelait ça quand on était petite, revenais sur mes copies en grand, en rouge et en gras. Bonne élève, mais fantaisiste. Je voyais bien qu'il y avait des trucs qui dépassaient, une espèce de peau de naissance comme ça dont j'arrivais pas à me débarrasser. Alors pour avoir la normale, je faisais pareil à l'école des filles, chez les sœurs où j'étais. Je regardais celle qui avait l'air le plus normal et je faisais tout bien comme elle. Moi, j'avais juste envie de monter sur les tables et de chanter toute la journée. Et c'était pas du tout ce qu'on me demandait. Donc j'ai compris très tôt que finalement, pour rentrer dans la case de la normalité, tes bosses, tes cabosses, tes échecs, tes différences, tu les caches. Donc j'ai compris très tôt en fait que la normalité c'était une véritable imposture, tu vois. Enfin, donc je vous disais, je suis née dans un atelier d'éducation populaire qui était autrefois, qu'on appelait autrefois un bistrot. Et décidément, à côté du bistrot de ma mère, à quelques pas de là, il y avait une grande école, entourée de hauts murs, une très grande école, tenue par les pères missionnaires de l'Église catholique romaine universelle, qui partaient en Afrique pour redresser les délinquants, et qui revenaient dans cette grande école, l'école d'horticulture de Saint-Ilan, qui était une école de redressement, qui revenait dans mon village pour redresser les délinquants.
les délinquants, on les appelait des voyous autrefois. Je trouve que c'était plus joli le mot. Maintenant, tu es délinquant thermique, tu es délinquant énergétique, tu es délinquant pour tout. Si bien que quand ces pères missionnaires qui revenaient d'Afrique arrivaient dans le bistrot de ma mère et que mon père les voyait arriver, il disait « Tiens, là les érudits, ils ont encore fait le mur. » Moi, quand j'étais petite, je pensais que les curés avec leur soutane passaient par-dessus le haut mur de Saint-Ilan, alors qu'en fait, ils devaient tout simplement passer par la porte, mais comme mon père disait, ils ont fait le mur, moi j'y croyais. Si bien que quand les pères missionnaires arrivaient dans le bistrot de ma mère, il y avait un tel mélange de genres, avec les pêcheurs, les ouvriers de mon village, les petits maraîchers et les pères missionnaires, que moi, dans ce bistrot, j'avais l'impression d'être née dans un théâtre. Au lieu d'émancipation, le théâtre, enfin le bistrot de ma mère. Mais l'émancipation, tout au long de notre vie, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. Déjà tout petit, on nous apprend l'obéissance. L'obéissance, c'est l'excellence. L'excellence, c'est la division du couple, puisque les meilleurs éliminent les moins bons. Et on doit trouver ça normal. Alors moi, les normes, quand j'étais petite, je les comprenais à peu près sans me poser de questions, comme on fait quand on est petit en fait. Les normes de mon époque, c'était... je comprenais que mes parents étaient là pour me protéger, et aussi pour me corriger si je filais pas droit, attention. Je comprenais que pour les loups, il y avait des chasseurs, que les gendarmes, il y avait des voleurs pour les occuper, que pour les piqûres, il y avait des bonnes sœurs, pour les tordus, du redressement. Je comprenais ce qu'on me disait, c'est que si je travaillais très bien à l'école, c'était sûr que j'aurais du travail et un bon métier. Alors pour les jeunes qui sont ici, s'il y en a encore des jeunes, ça change tous les 10 ans les normes, il ne faut pas vous tracasser. C'était ce qu'on me disait. Je comprenais aussi que si tout allait bien pour moi, certainement j'aurais un mari, une maison, un chat, un chien, 2 enfants. Et puis je comprenais que si j'étais sympa toute ma vie, j'aurais plein de monde avant mon enterrement. Et que si j'étais irréprochable, j'étais élevée chez les sœurs, j'aurais une place au paradis. Moi, je trouvais que cette organisation-là était parfaite pour moi. Je trouvais ça génial. Mais j'ai grandi et j'ai ouvert les yeux. Et quand j'ai eu 11 ans, est arrivé dans ma commune un grand événement. La première grande surface est arrivée dans ma commune. Alors, c'est toujours la même chose. À ce moment-là, on a ouvert une grande déchetterie. Et quelque temps après, l'épicerie de ma mère s'est réduite à une étagère. Et quelques années après, bien sûr, le bistrot a fermé. Et puis j'ai continué de grandir. J'ai continué de grandir et de me redresser. Et puis comme j'étais tordue, j'ai fait du droit. En fait, je crois que je l'ai compris en écrivant la conférence gesticulée. Parce que toute ma vie, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait du droit? Oh, j'ai fait tordu, j'ai fait du droit. Franchement, je pense que c'est ça. J'ai fait tordu, j'ai fait du droit. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler dans le logement social. Parce que mes parents étaient de gauche. Enfin, mes parents étaient PS du temps où le PS était à gauche. Donc, mes parents étaient de gauche dans ce temps-là. Et du même coup, je me suis engagée dans le logement social, parce que dans le logement social, il y avait marqué social, et que social, ça me semblait être quelque chose d'important. Alors forcément, comme j'ai fait du droit, je me suis retrouvée dans le service contentieux du Crédit Immobilier de France. Alors, quand je suis arrivée au Crédit Immobilier de France, dans le service juridique, où j'étais conseiller juridique, j'ai bien vu que, en fait, j'avais mes 3 collègues me regardaient un petit peu en souriant, gentiment en souriant, ils me regardaient en souriant, parce que moi, je m'étais dit, je fais un peu comme je veux quand même, voilà. En fait, quand je suis arrivée dans le service contentieux, je ressemblais un petit peu à Belle Deschamps, vous voyez. J'avais 2 petites nattes blondes, comme j'adore les salopettes, j'avais une salopette rayée bleu et blanc, et des sabots suédois. Voilà. J'ai compris après pourquoi ils souriaient en fait, mes collègues. Si bien que quand j'allais dans la salle d'attente pour chercher mes clients, que je leur disais, vous voulez bien me suivre?
En fait, ils pensaient que j'étais la petite jeune fille qui allait les accompagner devant la dame habillée tout en noir qui avait l'air important. Du même coup, très vite, j'ai porté le voile. En fait, j'ai porté le voile pendant 20 ans. Le voile du contentieux, habillé tout en noir pour avoir l'air sérieux. Les normes, elles sont partout, en fait. Et c'est nous aussi qui nous les créons. Alors, dans ce bureau, où je me suis installée au Crédit Immobilier, j'ai eu la chance à cette époque de travailler. J'ai eu la chance de travailler de manière intelligente. À cette époque-là, c'était encore possible. C'est-à-dire qu'une fois la porte de mon bureau fermée, mon patron me laissait faire tout ce que je voulais. Lui, il voulait des résultats. En fait, je recevais les gens qui avaient des difficultés pour rembourser leurs prêts. Ils avaient emprunté chez nous pour construire une maison ou rénover leur habitat. Ils venaient me voir en disant, ben voilà, j'ai un problème de divorce, en ce moment j'ai été virée, je recherche du travail, voilà. Quand ils arrivaient dans mon bureau, en fait, je leur disais, écoutez, ici vous pouvez craquer. Moi j'avais toujours ma boîte de mouchoirs aussi dans mon tiroir que je sortais sur la table, parce que quand ils pleuraient, moi aussi je pleurais. Mais mon challenge c'était que quand ils sortaient de mon bureau, on avait ri. On avait souri de ce qui leur arrivait. Et moi je leur disais toujours, écoutez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. De toute façon, le challenge, c'était qu'ils gardent absolument leur toit au-dessus de leur tête, qu'ils réussissent à le payer. Je leur disais, c'est une tirelire pour vous, et pour la retraite, c'est quand même une garantie. Et ça s'est très 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 bien passé pendant des années. Ce qui était vraiment intéressant à cette époque-là, c'est qu'en plus, on pouvait travailler en équipe. Donc dans mon service, il y avait 3 autres conseillers juridiques, on était 4 conseillers juridiques, une secrétaire et 2 filles qui travaillaient dans l'assurance. Et dès lors que j'avais une difficulté sur un dossier, on se réunissait, que chacun avait une difficulté sur un dossier, et puis comme on était tous différents, on avait tous une vision différente du problème, on échangeait, on trouvait une solution, on se trompait, on la mettait en place, ça ne marchait pas, on en retrouvait une autre. En fait, c'était ça qui était passionnant, de comprendre comment les autres voyaient aussi, toi, ton propre dossier. Donc j'ai eu cette chance de travailler quand même pendant longtemps comme ça, pendant à peu près 20 ans. Et puis, en l'an 2000, le discours a changé dans ma boîte. En l'an 2000, en fait, le grand discours a été autour de la rationalisation. Écoutez, on ne peut plus travailler comme avant, vous voyez bien qu'on est en l'an 2000. Il va falloir rationaliser. De toute façon, vous n'allez plus pouvoir recevoir vos clients comme avant. Non, 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 non. On va traiter leur dossier à distance, c'est mieux. Rationaliser, ce mot revenait toutes les 3 phrases. Moi, comme j'adore les dictionnaires, je me suis dit, je vais regarder ce que ça veut dire. Alors, il y a 5 ans, je pouvais encore lire dans le dictionnaire, maintenant ma vue a un peu baissé. On s'écrit en grand et en gros là. Rationaliser, j'ai regardé les définitions. Définition Larousse. Rendre conforme à la raison. Perfectionner une organisation, un groupe, une entreprise, en vue de son meilleur fonctionnement. Moi, je comprenais. Synonyme, codifier, normaliser, organiser, standardiser. A. La démarche qualité entrée dans ma boîte. Alors pour rationaliser dans mon service, très vite, la première chose qu'ils ont fait, c'était de supprimer le poste de ma secrétaire et de la virer. De notre secrétaire et de la virer. Elle faisait un travail fou. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et hop, aussitôt après, ils ont viré les filles de l'assurance. 3 postes en moins dans le service. Alors nous, les conseillers, on s'est dit, mais qui va faire ce travail? Nous. Voilà. Donc, finalement, on s'est mis à travailler très très vite et très très mal. Et finalement, notre métier a perdu tout son sens à ne plus rencontrer les gens. Et puis, en même temps, dans ma boîte, ce qui se passait, c'est qu'à cette époque-là, pour rationaliser, eh bien, notre parc automobile s'est mis à exploser. C'est-à-dire que tous, on devait tout d'un coup avoir une voiture de fonction pour nos déplacements. Parce que quand la démarche qualité est arrivée, on a multiplié, on travaillait sur 3 sites, Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc. On a multiplié les déplacements parce qu'on a multiplié les réunions. Donc on avait de nombreux déplacements à faire pour comprendre comment on allait s'organiser. On a complexifié la chose en fait. Évidemment, je comprenais bien que l'État
demandait à ma boîte, le Crédit Immobilier de France, d'écouler le stock de l'industrie automobile. Donc pour écouler le stock de l'industrie automobile, je veux dire, je voyais bien aussi que du même coup, c'était les salaires de mes copines qui passaient dans l'industrie automobile. Mais on ne me demandait pas mon avis de toute façon. Pendant ces 20 ans, finalement les normes, moi, je ne m'en suis pas trop souciée, j'avais autre chose à faire. J'ai travaillé 10 ans sans trop me poser la question des normes. Mais dans mon bureau, en fait, les gens qui sont venus me parler des normes, c'était des petits agriculteurs en difficulté, parce que j'avais une clientèle rurale. Et dans mon bureau, j'entendais deux discours. D'un côté, j'entendais « Madame Marie, on ne sait pas comment on va vous payer. Là, pour les 3 ans qui viennent, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va vivre. Parce que vous comprenez, nous, là, on est à 3 ans de la retraite. Seulement, on ne peut pas se mettre aux normes sans investir. Et comme on n'arrive pas à se mettre aux normes, si on ne se met pas aux normes, on n'a pas le droit de bosser, alors on va vivre de quoi? Donc vous voyez bien, Madame Marie, de toute façon, que les gros sont en train de bouffer tous les petits. Vous voyez que les gros sont en train de bouffer tous les petits. C'est sûr que je voyais bien que les gros étaient en train de bouffer tous les petits. Et de l'autre côté, j'entendais, écoutez, Madame Marie, là, on ne va pas pouvoir vous payer ces prochains temps. Hein, donc, il va falloir faire patienter votre direction. Hein, parce que vous comprenez bien que nous, on a 15 ans à tenir. Alors, on est obligé d'agrandir. On est obligé d'agrandir. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il faut faire la mise aux normes. On a grandi. Alors, comme on a grandi, on a emprunté. Puis, au Crédit Agricole, ils ne sont pas aussi patients que vous. Hein. Donc, pendant les 3 mois qui viennent, faites patienter votre direction. De toute façon, Madame Marie, vous voyez bien que les petits sont amenés à disparaître. Les petits sont amenés à disparaître. Moi, dans tout ça, je voyais bien que les gros étaient en train de bouffer les petits. Je voyais bien que les petits étaient amenés à disparaître. Bah ouais. Mais si c'était la fatalité, j'y pouvais quoi, moi? C'était pas moi qui décidais de tout ça. Si c'est la fatalité, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, j'étais aussi invitée, c'est pas le mot, j'étais aussi convoquée pour représenter ma boîte. J'étais convoquée à des règlements amiables agricoles. Un règlement amiable agricole, ça se passe toujours à peu près de la même façon. Donc on se retrouve tous autour d'une grande table, vous voyez. Imaginez, donc il y avait le crédit immobilier, il y avait le crédit agricole, il y avait la MSA, il y avait tous les créanciers, ça pouvait être le vétérinaire qui était là, il y avait la coopérative, enfin tous les créanciers du couple d'agriculteurs qui étaient en difficulté. Donc on était tous assis, et puis à un moment donné, le mandataire liquidateur disait, bon, bah, monsieur, madame Henry, si vous voulez nous raconter un peu votre vie, quoi. Alors généralement, le couple se levait, et puis nous, bah, on les écoutait. Ça donnait à peu près ça. Ben, c'est bien simple, hein. De toute façon, moi, j'avais 4 frères et sœurs. Ils ont fait des études. Moi, mes parents étaient agriculteurs. Et moi, depuis tout petit, c'est ça que je voulais faire. Je ne voulais pas faire autre chose. Donc, prendre la ferme, pour moi, c'était ma vie. C'était mon projet de vie. Je ne voulais pas faire autre chose. Et j'étais trop contente de le faire. Alors, quand mes parents sont partis à la retraite, bah, il y avait l'oncle qui bossait sur la ferme aussi, puis il y avait les grands-parents. Quand tout ce monde-là est parti à la retraite, moi, je me suis retrouvée toute seule à la ferme. Sauf que, pour reprendre la ferme de mes parents, on m'a demandé d'agrandir. Donc on m'a demandé d'investir. Mais à cette époque-là, la Chambre nous conseillait de travailler en couple. Alors il y avait Jeanne, donc Jeanne était à côté. Ben Jeanne, hein, tu travaillais à la maison de retraite, quoi. Donc Jeanne a quitté la maison de retraite, on s'est mariés. Et puis là, ils ont bien voulu prêter à un couple, donc on a investi, on a fait des travaux, puis alors là, on a travaillé comme des fous, hein. On travaillait comme des fous pendant une douzaine d'années. Puis il y a eu les gamins, quoi. Sauf qu'au bout de 10-12 ans, les rapports étaient plus trop suffisants. Et à ce moment-là, la Chambre nous a dit « Ah oui, mais non, il faut vous diversifier. » Alors pour Jeanne, on a construit le poulailler. Et il continuait comme ça. Nous, les bureaucrates, on s'enfonçait dans notre chaise.
Parce que déjà, la réalité du terrain agricole, on ne le connaissait pas. Nous, on avait vraiment l'impression d'être des gros planqués, finalement. On était tranquille, on allait au bureau tous les matins, on avait un salaire. Et là, on voyait bien que eux, on avait l'impression, en tout cas, c'était mon impression, qu'ils étaient pieds et poings liés, en fait, quoi. Et qu'on ne pouvait rien faire, sauf se mettre autour d'une table pour trouver des solutions pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Parce qu'en général, à la fin, ça se terminait souvent comme ça. Un des deux disait « Non mais attendez, il va falloir trouver un arrangement parce que vous vous rendez compte, nous on ne sait rien faire d'autre. Si on peut plus tenir la ferme et qu'il faut vendre, on n'a plus qu'à... » Que j'ai compris en fait que c'était pas la fatalité, que c'était pas du tout la fatalité ce qui leur arrivait, que c'était vraiment la conséquence de nos mauvais choix, de nos mauvais schémas. C'était aussi une bonne nouvelle parce que ça veut bien dire qu'on peut en changer. Évidemment, on n'est pas tellement invité à la faire, mais en même temps, on a nos responsabilités. C'est là que j'ai commencé à creuser un petit peu le sujet. Alors, j'ai commencé à visiter, à ce moment-là, des agriculteurs pour voir comment ils bossaient chez eux. Souvent, c'était des grands poulaillers, des grandes porcheries, parce que chez nous, en Bretagne, il y a quand même tout ce qu'il faut. Et j'ai commencé une longue conversation avec les agriculteurs à partir de ce moment-là, avec toujours des questions blondes, et on regardait toujours en me disant « Mais pourquoi ils nous posent cette question ?» Quand j'ai visité mon plus grand poulailler, je leur ai dit « Ah ouais, et qu'est-ce qu'ils font des plumes? Qu'est-ce qu'ils font de toutes ces plumes, en fait ?» Bon, non, je me posais des questions, les plumes, qu'est-ce que je voulais que je vous dise qu'ils fassent des plumes, moi? C'est pas des plumes que je vends, finalement. Et puis, j'ai bien aimé rencontrer tous ces gens. J'ai bien aimé rencontrer tous ces gens. Donc la question des normes s'est posée à ce moment-là pour moi, a commencé à se poser à ce moment-là pour moi. J'ai tenu 1 an dans mon nouveau métier à partir de l'an 2000, dès que la démarche qualité est arrivée, parce qu'il fallait travailler très vite et très mal, comme je vous le disais. Et moi, ce que ça m'a fait, c'est que finalement, tout nous passe par le corps. Quand on travaille très vite et très mal et qu'on n'a plus de goût à faire ce qu'on fait, enfin moi, je sentais que j'avais plus de goût. En fait, j'ai commencé à avoir des tendinites, ça me prenait le matin. Donc, je traînais la jambe jusqu'à ce qu'un jour, je traîne les 2 jambes. Je sentais que je ne voulais plus y aller, quoi. Donc, si tu as mal quelque part, pose-toi bien la question de pourquoi tu as mal, quoi. Et je me suis dit, il faut que je change de métier. Donc, c'est compliqué parce que finalement, la phrase qui me revenait à chaque fois, c'était la même que celle des agriculteurs. Ouais, mais moi, je ne sais rien faire d'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Excusez-moi, mais comme j'ai soif, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Oh, merci. Oh, j'ai 2 hommes à mes pieds. Là. Franchement, là, faut que j'en profite. C'est trop beau. Donc, je me suis dit, je ne peux pas rester dans le service juridique. Et c'est marrant parce que plus je rencontre des gens aujourd'hui, plus ils ont fui quelque chose, plus ils ont voulu passer par la réalité du terrain. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Je me suis dit, mais moi je suis fille d'artisan. Comme j'ai grandi des pieds dans les copeaux de l'atelier de mon père, comme je vous disais, ce que mon père m'a appris surtout, c'est à faire tout comme les garçons, en fait. Merci, Joël. Merci, d'accord. Excusez-moi. À faire tout comme les garçons. Pour mon père, c'était important que les filles sachent bricoler aussi bien que les garçons. Et ce que me disait mon père, et ce qu'il m'a enseigné, et qui m'est resté toujours, et je le remercie. Quand on était dans son atelier et qu'il nous apprenait à faire, il me disait, bon, Régine, tu regardes. Je te fais voir. Oui, papa. T'as bien regardé? Oui. Oui, mais je suis pas sûre. Bon, je te refais voir une 2e fois. Il me faisait voir une 2e fois et après il me disait, bon, maintenant, à ton tour, quand tu te seras trompé 10 fois, tu auras compris. Donc je me suis dit, je suis fille d'artisan, il faut que j'aille dans le service technique. C'est plus possible pour moi le juridique.
Et juste à ce moment-là, au Crédit Immobilier de France, ils créaient une branche promotion-construction. C'est-à-dire qu'on allait construire des immeubles pour vendre des appartements d'un bon standing, on va dire comme ça. Donc au Crédit Immobilier de France, il y avait d'un côté la branche prêt, il y avait la branche construction et il y avait la branche HLF. Donc j'ai fait une formation pour apprendre ce nouveau métier de suivi de chantier. Et je dois dire que je suis donc entrée en apprentissage dans le suivi de chantier. J'ai mis à peu près 5 ans pour bien comprendre mon métier. Sauf que ce que je n'avais pas compris du tout, c'est que dans le suivi de chantier, il y a 95% de bureaux et 5% de chantier. En gros, c'est ça. Et surtout, quand je vous dis que les normes me poursuivaient, dès lors que j'ai quitté le juridique pour rentrer dans le technique, c'était 10 fois pire au niveau des normes. Le technique, il n'y a que ça, des normes. En fait, j'ai pédalé, j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert la haute qualité environnementale, parce que dans le logement social, et même dans le logement de standing, finalement, ce qu'on faisait, nous, qui nous rapportait le plus, puisque en tant que promoteur, il fallait qu'on fasse une bonne marge, évidemment, c'était béton banché, grille peint, béton banché, grille peint, béton banché, grille peint. Alors, en tant que blonde, quand tu arrives avec des idées écolo, tu as vraiment l'air d'une blonde hein, dans la construction, vraiment. Donc, l'écologie dans la construction, c'est pas pour tout de suite. Mais ça vient. En tout cas, dans ma boîte, c'était même pas la peine d'en parler. Donc, 5 ans d'apprentissage, et j'ai pédalé dans le suivi de chantier, c'est très tonique. Tu as des listes et des listes de choses à faire, et surtout, tu suis des protocoles, sans arrêt des protocoles. Mais bon, à cette époque-là, finalement, on pouvait apporter des idées, on pouvait échanger ensemble, on pouvait inventer de nouvelles procédures, inventer des choses avec les artisans, discuter avec les architectes. C'était quand même un métier assez passionnant. Donc finalement, je me suis quand même assez régalée les premières années. Et puis, à un certain moment, mon directeur a commencé à circuler dans les couloirs avec une énergie. Alors il était très énergique, mon directeur, mais à un moment donné, il s'est mis à être heureux, à avoir une lumière dans les yeux, vraiment une lumière qui brillait, pas comme à l'ordinaire, quand on se dit, mais qu'est-ce qui nous prépare? On sentait qu'il y avait quand même quelque chose dans l'air, mais on ne savait pas quoi. Et puis, il nous a envoyé un mail pour nous dire qu'on était tous attendus à Rennes, où on allait aller forcément chacun dans notre voiture de fonction pour faire marcher la machine quand même, et qui nous attendait parce qu'il avait une grande nouvelle à nous annoncer. Alors nous, on était contents parce qu'on sentait bien que c'était une bonne surprise pour nous. Alors tous, on est allés à Rennes et puis on s'est retrouvés un petit peu comme vous, là, imaginez, vous êtes mes collègues, voilà, tout ça. Et puis, mon patron, il avait des jolis gestes, moi j'aimais bien. Alors, il était très organisé, comme ça. Donc, il rangeait tout sur son bureau, voilà, comme ça. Donc, il prévoyait tout, café, les brioches, tout bien, impeccable. Bon, tout le monde est là? Ça va? Vous avez fait bonne route? Oui? Bon. Catherine, tu as réservé le restaurant pour ce midi, ça va, nickel. Bon, 12h30, on est parti pour 4 heures. Hein. Ça va, vous avez fait pipi, tout le monde a bu son café. Bon, alors c'est parti. Mais écoutez, je suis très content. Très content que vous soyez tous là aujourd'hui. Parce que j'ai quand même une grande nouvelle à vous annoncer. Vous savez que ça fait quand même quelques années que je suis démarchée par les certifications. Jusqu'ici, j'avais dit non, mais là, franchement, je suis fermement convaincue. Ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est que nous allons tous nous lancer dans une grande aventure humaine et sauver la planète en même temps, naturellement. Voyez, alors, nous allons tous ensemble monter en compétences. Si nous montons en compétences, vous vous rendez bien compte qu'on va construire plus de logements, qu'on va vendre plus de logements, et puis la banque va nous accorder plus de crédits. Nous allons passer à la certification NF Logement. Premier promoteur de l'Ouest à être certifié NF Logement. Vous vous rendez compte? Nous allons devenir le phare du groupe. Si nous nous serrons les coudes, en regardant tous dans la même direction, en quelques temps, nous allons progresser d'une manière que vous n'attendez même pas. Et il a continué comme ça.
Et c'était beau comme un sermon, nous, on a trouvé ça beau comme une prière, on s'est dit, mais oui, mais c'est ça qu'on voulait, nous, les croisades, tout ce qu'on nous a promis, connaître la gloire de notre vivant. Quand on vous promet ça, franchement, est-ce que vous refuseriez, vous? On ne peut pas refuser ça. Alors, on s'est emballé tout de suite, quoi. En même temps, c'est facile avec nous parce qu'on est tellement gentils, puis en même temps, on a tous été ou coco, ou scout, ou entraîneur, ou joueur de foot, ou syndicaliste. Dès qu'on reconnaît la rhétorique, tout de suite, on s'emballe, quoi. Donc on était contents dès qu'on nous parle de victoire collective, c'est quand même magnifique, quoi. On s'est dit, mais oui, travailler main dans la main, c'est ça qu'on veut, nous, depuis le départ. Alors c'est ce qu'on a fait. Donc dans un premier temps, je suis devenue chef décorateur, maestro, la 3. Ensemble, nous avons marché le long des sentes. Ensemble, nous avons cherché la place de nos tentes. Ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons gémi sous le lourd sac qui brise. Ensemble, nous avons frémi au baiser de la brise. Ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. C'est pas grave, ça c'est pour la suite quand même. Alors dans un premier temps, vous dire quand même que je suis devenue chef décorateur. Parce que pour la certification, ce qui compte et ce qui est le plus important au départ quand même, c'est la vitrine. C'est la vitrine, c'est les codes couleurs. Parce qu'il va falloir changer de régime. Il va falloir... vous allez voir un petit peu comment ça marche. Ça marche très très bien. Donc finalement, dans un premier temps, je suis devenue chef décorateur. J'ai transformé mon bureau en arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'avant, j'avais le tort quand même d'acheter des dossiers moches en papier recyclé, vous voyez. Évidemment, ça ne faisait pas aussi chic. Donc, ce que demande la certification au départ, ce qu'elle nous a demandé, c'est d'acheter des beaux dossiers de couleurs qui coûtaient très cher. Et dans un premier temps, finalement, ça m'a un peu reposé parce que je transvasais ce qu'il y avait dans mes vieux dossiers dans les nouveaux dossiers. Donc, en fait, j'allais bosser sans mon cerveau, ça m'a reposé un petit peu au départ, quoi. Et puis, ça marche super, quoi. Alors, c'est du botox, mais ça fait pro. Quand mes collègues arrivaient dans mon bureau, et qui voyaient toutes les couleurs qu'il y avait dans mes armoires, ils me disaient « Waouh, tu bosses !» J'allais pas dire non, j'enfile des perles, forcément, je ne disais rien. Ça a l'air bien la certification. Alors ensuite, si vous voulez, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'écrire tout ce que je savais faire, dans le menu détail. Alors, on a tous fait pareil, hein, tous, chacun à son poste. Parce que ce qu'on nous vendait, c'est qu'on allait être interchangeable, en fait. C'était le plus important pour nous. Donc j'ai écrit tout ce que je savais faire. Et puis très vite, j'ai fait tout ce que j'avais écrit. En fait, c'était ça, quand la procédure est arrivée, j'ai vu que j'allais faire tout ce que j'avais écrit. Et puis, ce qu'on me demande aussi avec la certification, très vite, c'est de rentrer dans une nouvelle énergie, si vous voulez, de devenir compatible. Alors, on nous a demandé d'être mobile, on a été mobile, on nous a demandé d'être flexible, on a été flexible, en fait. Et puis, la machine s'est emballée parce qu'on a, en même temps, dès le départ, désigné un contrôleur parmi nous. Toi. Et on devait trouver ça normal. Le contrôleur, bien sûr, au départ, lui, il flippe, hein, parce qu'il va nous contrôler. Il sait qu'on travaille tous déjà très bien, qu'il va avoir peut-être du mal à nous trouver des erreurs. Mais en plus, il sait que lui-même, il va être contrôlé, tu vois. Voilà. Donc, on a désigné un contrôleur. Et ensuite, on nous a dit qu'il fallait aussi penser à l'autocontrôle, bien sûr, pour que tout le monde soit vraiment dans la discipline, quoi. Et puis, ensuite, on nous a demandé, dans la joie, d'aller contrôler nos collègues à Rennes et que Rennes allait bien nous contrôler à Saint-Brieuc. Voilà, pour bien comprendre comment travaillait tout le monde. Alors finalement, nous, on l'a fait avec un esprit d'équipe sympa, c'était bonnard. Et puis en fait, on passait aussi un petit peu de temps dans notre voiture, ça nous aérait un peu le cerveau, quoi. Tu peux lancer la machine Et là, on était parti. Alors, Rennes,
laisser ta maison et tout quitter, même ton nom, compagnon, compagnon, sur le chemin que nous avons pris, soldat de l'ombre, enfant de la nuit, que l'ennemi craigne ton nom, compagnon, compagnon. Et tout ça même dans la main, bien sûr. Le seul truc que ça a créé quand même, c'était une petite concurrence entre les équipes. Oh, mais c'était pas bien grave. On travaillait quand même tous bien dans la main, quoi. Et puis, surtout, on allait avoir une note. Parce que finalement, ce que nous avait vendu notre patron, c'est qu'il fallait surtout très très bien travailler le temps de la mise en place. La bonne note, on allait l'avoir au mois de novembre. Donc, travailler pour une bonne note, finalement, depuis qu'on est petit, on sait tous le faire, on l'a tous fait. Finalement, ça revient comme un réflexe. Alors, si vous voulez, ce qu'on a fait, parce qu'on était tous dans cette belle énergie-là, on a changé de régime, on a changé de braquet. On est passé finalement du plat chaud avec dessert au sandwich avec boisson devant l'écran. Hein. Je pense qu'ici, il y a un certain nombre qui connaissent le régime. Ouais, vous connaissez le régime. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, ce que demande la certification, avec la certification, tu ne penses plus, tu te dépenses finalement. Donc, on est passé de la réflexion au réflexe. Voilà. Donc, finalement, les choses se sont accélérées pour nous parce qu'à la fin de l'année, on allait avoir notre note, on allait être noté. Et on a appris la procédure par cœur. Si vous voulez, on a appris à obéir. Ce que demande effectivement la certification, c'est que tu deviennes compatible et 100% obéissant. Donc, pour ne pas être pris à défaut, on a appris à obéir parfaitement, mais vraiment parfaitement. Parce que nous, ce qu'on voulait finalement, c'était la meilleure note. Par rapport à qui? C'était pas le problème. Donc, la veille du grand contrôle, puisqu'on allait être audité par Paris, on était tous vraiment les doigts sur la couture. Donc, mon patron a appelé. Allô les enfants? Oui, bon, écoutez, nous aussi, on a une grosse boule dans la gorge et des auréoles sous les bras. Mais il faut y aller, là. Faut y aller, c'est demain grand jour, là. Hein? Donc, la meilleure note par rapport au groupe, la meilleure note. Donc, vous êtes prêts? Oui, vous avez révisé vos procédures. Ils ne peuvent pas nous avoir. Hein? Paris ne nous aura pas. À demain. Le soir, sur la table de chevet, on a regardé une dernière fois notre procédure et au matin du grand jour, on était tous dans cet état. Plus un bruit, sauf celui de la chasse d'eau, rapport à Joël qui avait mal au ventre en attendant les inspecteurs. On était au garde à vous. On était prêts. Les inspecteurs sont arrivés. Ils arrivaient de Paris. Ils se sont enfermés dans un bureau. On les a pas revus de la journée. Alors, moi, il dit quand même, c'est vous dire si je suis blonde, je me suis dit, oh quand même, ils vont manger tout seuls. J'allais leur demander s'ils veulent bien manger avec nous. Je vais leur demander s'ils voulaient bien manger avec nous.
regardé comme si j'étais la dernière des blondes, en fait. Là, je comprenais qu'en fait, fallait pas mélanger les torchons et les serviettes. La journée s'est passée, sans qu'on les voie. Et puis finalement, ils sont sortis du bureau. Et puis à 16h, hop, ils ont repris le train pour Paris. Sauf qu'avant de partir, comme ils étaient très très gentils, les inspecteurs qu'on n'avait pas vus, et ben ils nous ont dit, comme ils étaient très très gentils, ils nous ont dit qu'ils allaient nous adresser la note du train. Donc nous on s'est dit quand même, on a raison de les payer si cher. Même si notre patron ne voulait pas nous dire du tout combien les payer. Et nous, ben, on a attendu quoi. On a attendu. Alors bien sûr, on est allé papoter avec nos collègues, on est allé dans tous les bureaux pour leur dire « Alors ça y est, comment ça s'est passé la certification? Comment ça s'est passé ?» Bon, on ne sait pas, on ne les a pas vus, ils ne nous ont rien dit. Et on a attendu. Et c'est long quand on attend. Hein. Non, parce qu'il s'agissait quand même pour nous de connaître la gloire de notre vivant. On a bu des coups, on a bu du café, puis on a attendu. Et puis tout à coup, le fax s'est mis à chanter. Ça sort pas tout seul un fax. Hein. Qu'est-ce que tu dis toi? Combien réfléchis-toi? Ça sortait tranquillement. Ça sortait tranquillement. J'avais 47 ans, j'attendais ma bonne note. Et tout à coup, la bonne note est sortie, on a fait... Oh, c'était ça, connaître la gloire de son vivant. Je pense que vous pouvez applaudir quand même, parce que franchement... 18 sur 20, on méritait ça. Et puis ce qui était bien quand même, c'est que ça nous laissait une petite marge pour les années suivantes, quand même, une petite marge de progrès. 18 sur 20. Le téléphone a sonné. Oh les enfants, le plus beau jour de la vie de l'équipe, c'est magnifique. On a fait sauter le champagne. Venez boire le champagne à Rennes, prenez votre voiture de fonction. Non, bon, eh bien boire à demain. À demain. Finalement, on s'est regardé. C'est vrai que connaître sa gloire de son vivant, ça dure même pas une seconde, quoi. On s'est regardés tous les trois, et puis finalement, on est parti sans trop rien se dire. On est allé jusqu'au bout de la mission. En fait, je crois que ma collègue avait le même âge que moi, mon collègue était plus jeune. On ne s'est rien dit, on avait quand même l'impression que c'était une grosse farce. Alors moi, je suis rentrée à pied chez moi, en passant par la vallée. Je me suis dit, aujourd'hui, finalement... je ne vais pas prendre ma voiture, parce que finalement, ce qu'on avait fait pendant toute cette année, là, on était sortis de notre zone de confort très largement, quoi. De temps en temps, même, on était passé un petit mi-temps, 12 heures par jour, pour la certification. J'avais bien essayé, à un certain moment, de dire à mon patron, écoute Patrick, tous ces tableaux croisés, je dis, on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi tu files tous ces renseignements? Pourquoi on a besoin de donner tous ces renseignements, en fait Et Patrick m'avait répondu, non mais Régine, de toute façon, si tu passes autant de temps au bureau, c'est que tu es mal organisé. Je n'avais pas pensé qu'il me répondrait ça. Donc on a tous donné quand même beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie et beaucoup de notre gentillesse et de notre application, quoi. Je suis passée par la vallée et puis pour écouter le chant des oiseaux. Et puis pendant tout ce temps, il y a un mot, j'avais l'impression, un mot qui me traversait, qui courait sur moi, un seul mot. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé tout de suite la définition. Ce mot, c'était malléable. Malléable. Définition. Adjectif dérivé du latin malleatus, battu au marteau. Sens technique, susceptible d'être réduit en feuilles minces sans se déchirer par martelage ou passage au laminoir. Sens figuré souple. Ah, pour sûr que j'avais été souple. Très très souple. On avait tous été très souples en fait. On avait tous été très souples et c'est normal. Ce que nous demande la certification en fait, c'est d'obéir. Finalement,
La montée en compétence est une montée en obéissance, absolument pas en qualification. On n'avait rien appris de nouveau, on avait juste appris à obéir et à ne plus penser, à ne plus rien inventer, à ne plus rien créer. Nous étions devenus de très bons élèves, tous les premiers de la classe. En 2 ans, suite à la certification, 2 personnes sont parties pour désobéissance. Elles en avaient marre de remplir les tableaux, elles en avaient marre de renseigner la certification. On ne s'était pas non plus posé la question à qui profitent toutes ces données et qu'est-ce qu'ils en font. Dès lors qu'ils nous avaient dit qu'ils n'en faisaient rien, on les croyait. La certification, si tu y crois, c'est une croyance. Nul ne savait ce qu'ils en faisaient. Donc au bout de 2 ans, on n'avait plus rien à inventer. Finalement, on a tenu, et on a continué de tenir parce qu'on avait tous des bonnes raisons. Mais finalement, la certification, elle te passe par le corps. Parce que quand tu obéis à des ordres absurdes, ou que tu sais que tu n'as plus rien à inventer, au bout d'un temps, tu t'ennuies, alors la certification, elle te change de couleur tes courriers. C'est sympa la première année, tu te dis, ah ben quand même, ça va plus être la même couleur de feuille. Mais ça nous a attristés et en plus, on est devenus suspects. C'est-à-dire que toute la confiance que la boîte mettait dans nous au départ, la boîte qui nous faisait confiance sur toute la ligne pour nous organiser comme on voulait, ne nous faisait plus confiance. Non seulement elle ne nous faisait plus confiance, mais on était suspects de ne pas respecter la procédure. Ça change tout, en fait, dès que tu passes à la certification. Et puis là, c'était Paris qui décidait pour toi. Dès lors que tu avais une bonne idée, il aurait fallu la donner à Paris pour qu'elle décide si elle rentrait dans le protocole. On a tous laissé tomber. On s'est contenté d'obéir. Mais on n'avait plus du tout la même joie à aller travailler de manière évidente. Enfin, on a tous tenu, parce qu'on avait tous des bonnes raisons de tenir. Moi, mes enfants faisaient leurs études, et Sébastien allait être papa, Joël était seul aussi. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à faire des migraines, et puis des lumbago, puis j'ai eu un dérèglement de l'oreille interne. Joël s'est contenté de prendre du poids et d'avoir des problèmes de cholestérol. Quant à Sébastien, il a fait des migraines ophtalmiques, et finalement, il venait bosser sous bêta-bloquants. Voilà, tout simplement, quoi. Le suivi de chantier, c'est un travail difficile, mais en même temps, quand tu sens que tu perds le sens de ton métier, c'est-à-dire que tu n'as plus rien à apporter, forcément, ça t'impacte physiquement. Mais ça, on ne le dit pas souvent. Je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent. Mais ça nous a réellement impacté physiquement. Voilà. Je crois que pour travailler, pour être heureux de ce qu'on fait, on a besoin d'être intelligent. On a besoin de se servir de son intuition, de sa mémoire, de son expérience, de là où on vient, de sa débrouillardise. C'est ce qu'on amène à la boîte, de notre originalité en fait. Or, ce qu'on nous réclame dans la certification, en fait, c'est on est dans l'illusion de tous pareils et de l'interchangeable. Or, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, ça a continué un certain nombre d'années comme ça. J'ai continué à travailler un certain nombre d'années comme ça. Et puis finalement, au niveau du Crédit Immobilier de France et au niveau de l'État, en 2007, Marie-Noëlle Lindemann, qui était en charge du logement à cette époque-là, a dit que le Crédit Immobilier s'était enrichi sur le dos de l'État. J'ai vu passer cet article dans la presse. Et puis, aussi, l'État a demandé au Crédit Immobilier de France de travailler désormais plus du tout avec la Caisse des dépôts et consignations. Le Crédit Immobilier empruntait à la Caisse des dépôts et consignations, c'est l'État, hein, pour prêter aux gens. À partir de ce moment-là, on nous a dit d'aller travailler comme tout le monde et d'aller à la bourse chercher de l'argent le moins cher possible. Et l'État a nommé à la tête du Crédit Immobilier l'ancienne équipe qui avait coulé la boîte Crédit Lyonnais Logement. Là, quand même, on a commencé à se poser des questions sur l'avenir du monde HLM. Voilà. Donc, ça a duré jusqu'en 2012. Et en 2012, en fait, mon directeur est parti, voir ailleurs. Et puis, mon ancien chef de service est devenu mon directeur. Il faut dire que à cette époque-là, j'avais découvert la haute qualité environnementale et j'avais commencé déjà à chercher qu'est-ce qu'il y avait derrière la haute qualité environnementale. Parce qu'il y avait trop de trucs qui me dérangeaient derrière cette haute qualité environnementale, béton, grille-pain. Et en fait,
je ne sais plus, 2007-2008, j'entends à la radio un gars qui parlait magnifiquement, avec un accent de Marseille, qui s'appelait Rudy Ricciotti, c'est un architecte, celui qui a construit le Mucem à Marseille, et qui disait « La haute qualité environnementale, c'est l'arnaque du siècle ». En fait, dans la haute qualité environnementale, nous, ce qu'on nous demandait, non, ce qu'on nous préconisait, parce que la certification préconise, elle n'impose rien. En fait, on n'est jamais mieux asservi que par soi-même. Elle préconise, et finalement, on a un certain nombre de préconisations à respecter. Sur 90 préconisations, 30 seulement, et vous avez 18 sur 20. Vous imaginez bien qu'en tant que promoteur, vous respectez 30 préconisations qui vous coûtent le moins cher, quoi. Si tu en mets 31, c'est que t'es un peu con, quoi. Voilà. Donc j'étais très très contente quand j'ai découvert son bouquin Haute qualité environnementale, Les Renards du Temple, là. J'en ai acheté plein, et j'ai eu la mauvaise idée d'en offrir un à mon chef de service. Très très mauvaise idée. Mauvaise idée. Il m'a dit, ah ouais, c'est bien. Et puis en 2012, en fait, il est venu dans mon bureau un jour et puis il m'a dit, Régine, mais ça... Écoute, voilà, j'aimerais qu'à l'avenir, tu sois une personne plus discrète. J'ai dit, bah, écoute, excuse-moi bien, si j'ai manqué d'indiscrétion, tu vas me dire avec qui, pourquoi. Et puis, du même coup, je pourrais lui présenter, mais... lui demander de me pardonner. Il m'a dit, je cherche pas. C'est pas la peine de mener ton enquête, tu ne trouveras pas. Je lui ai dit, bah, écoute, s'il se passe des trucs pas clairs dans ma boîte et que tu me demandes de fermer mon bec, je suis pas d'accord. Et je me suis retrouvée 6 mois au placard. Les normes du licenciement, enfin, les normes du placard en fait, hein, avant d'être licencié. Il y en a qui ont connu le placard ici? Oui. Aussi? Ouais. Ils sont toujours depuis 8 ans. C'est toujours qui y sont toujours depuis 8 ans? Oui. Ouais. Il peut lever le doigt. Ah, Aldo. un copain. Aldo. Eh bien, alors les normes du placard, c'est soit un placard plein, soit un placard vide. Hein. Alors quand on met dans un placard trop plein, en fait, tu bosses jusqu'à 2h du matin et le lendemain à 8h, tu es encore au boulot et on te dit mais tu n'as fait que ça, on t'a connu quand même beaucoup plus productif. Les normes du placard vide, on te coupe tes lignes, on envoie les clients ailleurs, donc on envoyait les architectes, on envoyait les artisans ailleurs, je me suis retrouvée tout seul dans un placard vide. Alors la chance que j'avais avec mon ancien directeur qui nous demandait de nous serrer les coudes, en fait, c'est que quand moi j'avais un petit peu de vide dans mon emploi du temps, j'allais voir mes copains au service HLM qui étaient dans le même couloir que moi, en leur disant « J'ai 3 heures là, t'as pas quelque chose pour moi ?» Ils disaient « Youpi, attends, viens nous aider de ici ou là », quoi, ça se faisait. Et puis quand c'était eux, ils me disaient « Est-ce qu'on peut te donner un petit coup de main ?» quoi. Et du même coup, je me suis retrouvée pendant 6 mois dans un placard vide, mais c'était complètement absurde. J'étais donc payée par le Crédit Immobilier, la branche promotion construction, mais mes collègues HLM qui étaient archi débordés m'envoyaient les lignes, donc je répondais au service HLM qui ne me payait pas, je travaillais pendant 6 mois pour les HLM finalement, quoi. C'est ce qui m'a tenue debout, c'est toute cette amitié qu'il y avait entre nous et tous ces gens qui s'étaient organisés justement pour que je tienne dans ce placard vide. Et puis bien sûr, je suis allée voir mes copains de Sud Solidaire qui m'ont bien aidée, et aussi des gens de la CGT incroyables, des syndicalistes qui m'ont téléphoné 1 fois, 2 fois, quelquefois 3 fois par semaine, que je n'ai jamais rencontrés, je ne sais même pas qui ils sont. C'était Jean-Yves, c'était Janine, c'était Jacques, qui m'appelaient le soir chez moi en disant « Bon Régine, on est au courant de ce qui t'arrive, comment s'est passée la journée, comment va ta semaine, enfin voilà, n'oublie pas qu'il ne faut pas faire ça, évite de dire ceci, enfin voilà quoi ». J'ai tenu grâce à cette amitié incroyable et de mes copains militants qui me disaient « Mais bordel Régine, vous êtes des milliers dans ta situation, donc tu tiens le coup, hein, tu flanches pas quoi ». Et puis, on a voulu me donner 10%, 20%, 30% de ma prime, bref. Je suis partie quand même avec ma prime. Au bout de 6 mois de placard, j'ai été licenciée et j'ai poussé la porte de Pôle emploi. C'est très dur, évidemment, quand ça vous arrive, voilà quoi. Au bout de 33 ans de boîte, c'est un peu difficile. Et ensuite, pendant 2 ans, il y a eu une première charrette. Mes collègues, quand j'ai été licenciée 1 mois après, recevaient leur première lettre, la moitié de mes collègues, de licenciement. Et ensuite, la dernière charrette du Crédit Immobilier de France a mis 2 ans avant d'être licenciée, c'est-à-dire que pendant 2 ans, mes collègues sont allés travailler sans avoir le droit de bosser.
C'était très très dur pour eux parce que tous ils étaient sous cacheton, enfin voilà quoi. Et finalement, si je te parle du rôle de l'État, c'est parce que finalement ma boîte a été liquidée par l'État en fait, passée à la privatisation, mais qu'aussi il y avait quand même 2 milliards dans nos caisses qui a été récupéré par l'État. Voilà. Donc, ma foi, quand j'ai été licenciée, j'ai eu du temps, ce qui m'a permis de rencontrer Alain, un agriculteur. Puisque j'avais un copain syndicaliste qui m'a dit « Écoute, il faut que tu commences par Alain Crézé parce que lui, il a des choses à raconter, Alain. » Donc j'ai vu Alain qui était producteur de lait, qui travaillait dans l'intensif et qui lui avait été un des 2 résistants des Côtes d'Armor contre la guérison par l'abattage au temps de la vache folle. Il y a un film qui a été fait sur lui qui s'appelle « Le lait sur le feu ». Si vous voulez aller voir, vous pouvez le toper sur Internet. C'est un film qui a été fait par un réalisateur qui s'appelle Girardot. C'est marrant parce que j'étais en Lorraine l'année dernière et quand j'ai parlé du film, il y a 2 personnes qui sont levées en disant « On l'a fait passer à notre festival ». En Lorraine, il y a un festival qui s'appelle La Caméra des Champs, qui avait récupéré ce film sur Alain. Dans les Côtes d'Armor, au niveau des agriculteurs, il y a eu de la résistance au niveau de la vache folle, mais ils étaient très peu nombreux. En fait, il y en a eu 2. Donc, il y avait Alain qui a fait du foin. Il a fait tellement de potins que, effectivement, les journalistes sont venus dans sa ferme et ont filmé quand on est venu récupérer son troupeau. Dans le film Le lait sur le feu, on voit comment les vaches essayent de se barrer pour ne pas rentrer dans le camion, parce qu'elles savent très bien où elles vont. Et on voit Alain aussi, dans quel état il est. On ne voit pas sa femme et ses enfants, or c'est ce que Alain voulait me raconter. Il voulait me raconter quel impact ça avait eu sur sa femme, sur toute sa famille et sur ses enfants, cette histoire de vache folle. Et il y a eu une agricultrice dans une commune à côté de Dinan qui a résisté aussi. Mais c'était une femme, elle était veuve, et elle, on a emmené son troupeau la nuit. On est venu chercher le troupeau la nuit pour pas que ça fasse de bruit, et on a attaché son ouvrier agricole au radiateur de la cuisine. Elle a débarqué en chemise de nuit dans la cour, elle a été vraiment bousculée, quoi. Et voilà comment on a embarqué son troupeau. En fait, il s'est passé des choses dramatiques à cette époque-là dans les Côtes d'Armor, mais on le sait toujours 30 ans après, quoi. Voilà. Donc Alain est venu me raconter ça, et surtout ce qu'on s'est raconté tous les 2, c'est comment on s'était laissé embarquer dans cette croyance du progrès technique, dans cette croyance qui faisait que, oui, les agriculteurs allaient nourrir le monde entier, dans cette croyance qui faisait que moi, dans le logement social, j'allais aussi sauver le monde, en fait. Comment finalement, on s'était raconté une histoire pour trouver notre métier joli et notre vie plus belle, forcément, mais cette histoire, finalement, ses fondations étaient creuses, ou en tout cas, elle reposait quand même sur des sacrés mensonges, quoi. Puisque, finalement, on était finalement dans ce rêve de ce progrès qui nous était vendu, en fait, alors que c'était surtout des projets industriels qui nous étaient vendus, et que les projets industriels, en aucun cas, ne sont des projets de société, ce sont des projets faits par les industriels pour les industriels. Et alors, à un moment donné où Alain me disait « Écoute, j'ai l'impression d'avoir été une vache à lait toute ma vie et pour autant, je continue encore à traire mes vaches. » On avait des conversations assez surréalistes parce que, par exemple, moi qui étais écolo, je lui disais « Mais oui, mais enfin, bordel, vous quand même, les agriculteurs, vous n'avez pas réagi non plus, il y aurait dû y avoir des révoltes. Comment vous avez accepté, vous donner du lait en poudre à vos veaux, enfin, Alain ?» Et là, il me disait « Mais dis donc, t'es quand même pas gonflé, toi ? T'as pas donné du lait en poudre à tes filles ?» Donc, de temps en temps, on se fritait et après, on riait tous les 2 en se disant « Mais oui, et de la purée mousseline, t'en as pas donné à tes enfants ?» Ben, je lui disais si, parce que quand je revenais des règlements amiables agricoles, que je pleurais pendant une demi-heure dans ma bagnole avant d'aller chercher mes filles à l'école, ce soir-là, j'avais pas du tout envie d'éplucher des légumes, en fait, quoi. Donc, je passais à l'épicerie chercher du jambon sous cellophane et de la purée mousseline, sans avoir aucune conscience de ce que ma consommation impactait sa vie à lui. Il me disait, mais moi pareil, à ton avis, qu'est-ce que ça fait à un producteur de lait dont le lait va directement dans le tank, parce que sinon, attention aux microbes, attention à tout, qu'est-ce que ça fait à un producteur de lait de voir sa femme revenir avec un pack de lait UHT sous le bras pour faire de la purée mousseline à ses enfants, à ton avis, qu'est-ce que ça lui fait, quoi?
Donc finalement, on a compris les choses comme ça. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, non mais attends, Alain, ton syndicat, il a fait quoi? T'avais ta carte? Bah évidemment que j'avais ma carte, tu m'étonnes que de toute façon, on n'aurait jamais eu de terre si on n'avait pas notre carte de la FNSEA. Mais oui, mais à la tête de la FNSEA, il y a Xavier Belin. Et alors, qui me dit? J'ai dit, mais Xavier Belin, si il est à la tête d'une pieuvre agricole qui fait les normes, c'est Xavier Belin. Il me dit, oh, tu dis ça. Il me dit, bah cherche et apporte-moi la preuve. Donc j'ai cherché ce que faisait Sophie Protéol. Et si Sophie Protéol imposait aux agriculteurs ses propres normes, en fait, quoi. Et finalement, j'en ai fait un petit jeu parce que je me suis dit, la semaine prochaine, je vais voir Alain, quand même, je vais lui dire, tiens, regarde si Sophie Protéol ne t'a pas imposé ses normes. Donc les normes de Sophie Protéol et ce que fait Sophie Protéol et qu'elle impose aux agriculteurs, je les ai mis dans cette boîte de vache qui rit parce que c'est un symbole, en fait, hein. C'est écrit en arabe en plus sur la vache qui rit. Dans le monde, tout le monde a mangé de la vache qui rit, en trouvant ça bon, mais sans jamais savoir ce qu'il y avait dedans, et sans savoir quel était l'immense groupe qui colonisait le monde entier, en fait, quoi. Donc, Sophie Protéol, à la tête de Sophie Protéol, Xavier Belin, qui est à la tête aussi de la FNSEA, le plus grand syndicat agricole, c'est Oléo Novance, ancien Total Fina Elf. On ne le sait pas. Ben, évidemment, pour vendre de l'essence à des agriculteurs, quand même, c'est aussi l'huile Le Sieur, la mayonnaise et des tas d'autres huiles, Le Sieur, Cristal au Maroc, pareil. C'est les marchands de béton. Ah ben oui, les agriculteurs ont besoin de beaucoup de béton. Quand on change les normes, on abat les poulaillers, on refait des poulaillers. Les marchands de béton, je ne savais pas. Sophie Protéol, c'est tous les plastiques utilisés par les agriculteurs imposés aux agriculteurs. C'est les entreprises de forage pour tous les agriculteurs qui creusent des puits artésiens. Sophie Protéol, c'est le leader de la nutrition animale Glon et Saunders. Alors, quand vous voyez Glon Saunders, à l'intérieur de ça, il y a aussi les poêles à granulés, vous voyez? C'est les mêmes granulés pour les lapins que pour les poêles à bois, quasiment. Ben, vous ne trompez pas, sinon vos lapins auront mal au ventre, hein, quand même, mais c'est la même chose. C'est la glycérine pour la pharmacie et pour l'armement. On n'aurait pas pensé. Ben oui, finalement, avec toutes les graisses animales. C'est l'oléochimie, le diester, c'est tous les champs qu'on cultive pour donner à manger aux tracteurs. C'est les OGM, la sélection génétique, bien sûr. C'est Hendrik Génétique. Hendrik Génétique est arrivé dans ma ville, enfin dans une commune juste à côté, à Ploufragan. Je savais que c'était la plus grosse boîte de modification génétique mondiale. Ils sont arrivés à Ploufragan chez nous, comme un petit laboratoire de 8 personnes qui s'intéressaient aux cochons parce qu'il y avait quand même beaucoup de porcs en Bretagne. Et quand ils ont fait l'inauguration, il y avait un tapis rouge en moquette qui coûtait une blinde et l'autre dans la joie. On sentait bien que les Américains étaient derrière, d'ailleurs ils avaient tous un accent, mais c'était juste un petit laboratoire. On leur a donné forcément des subventions pour s'installer chez nous, c'était normal. Sophie Protéol, c'est toute la presse agricole, bien entendu. C'est les biomatériaux, les emballages pour la construction, c'est découvert aussi, je ne savais pas. Évidemment, Sophie Protéol, c'est les vaccins, les apports en minéraux et vitamines qu'on oblige à consommer à tous les agriculteurs qui vont piquer leurs bêtes. C'est la sélection végétale in vivo, toutes les semences, bien sûr. Sophie Protéol, les semences qu'on oblige à utiliser pour les agriculteurs. C'est l'agropharmacie, toute l'agropharmacie. C'est Piver gamme vert. Sophie Protéol, c'est la peinture, les lubrifiants. Sophie Protéol, c'est la moitié des pesticides fabriqués en France et consommés. Il était quand même beaucoup plus clair de comprendre qui fait les normes et à qui elles profitent. Sauf que je me suis dit, quand même, je suis un peu vache. Et je me suis dit, si je faisais une boîte de vache qui rit pour moi, bah, moi, qu'est-ce que j'ai vendu finalement? En plus, je venais de découvrir un truc. Si j'avais fait une boîte de vache qui rit pour moi, en fait, qui avait travaillé dans le logement social, qui m'était engagé dans le logement social, j'avais travaillé pour qui? Un peu les mêmes. J'avais travaillé pour les marchands de béton, j'avais travaillé pour Saint-Gobain, j'avais travaillé pour l'industrie du nucléaire, bien entendu, tout le temps. J'avais travaillé pour Rhône Poulain, Sanofi aujourd'hui, et tous les autres. C'est-à-dire j'avais travaillé pour les maîtres du bâtiment qui nous imposaient leurs normes. J'avais travaillé, bien entendu, pour les mêmes, c'est-à-dire pour la grande industrie, pour la grande fabrique qui nous imposait les normes de construction. Voilà aussi pourquoi même le discours écologique ne passait pas là-dedans. À ce moment-là, on avait quand même un petit peu déblayé le terrain.
Déblayer le terrain, je l'avais fait aussi au moment où les normes handicapées étaient arrivées dans mon travail. J'étais déjà beaucoup moins blonde à ce moment-là. Et je m'étais dit, tiens, que l'État s'intéresse aux handicapés, j'y croyais plus du tout, en fait, quoi. En fait, quand les normes handicapées sont arrivées, j'ai pensé, tiens, quel joli plan de relance, à qui va profiter le crime? Évidemment, les normes handicapées, nous, ça nous a demandé de refaire tous les plans des appartements qui étaient en cours, voilà. Les normes handicapées ont profité, bien sûr, aux maîtres de bâtiments, aussi aux marchands de matériaux. C'était un réel plan de relance. À ce moment-là, avec les normes handicapées, puisque mes copains savaient que je m'intéressais aux normes, j'ai une copine qui me téléphone, Marie, elle travaillait au conseil général, elle me dit « Oh Régine, j'ai un scoop pour toi, figure-toi qu'on m'a demandé de changer de boulot. » « Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Eh bien, figure-toi que je suis préposée à visiter tout le département pour faire la tournée des communes pour voir où sont les abribus, parce qu'il va falloir changer tous les abribus. Tous les abribus pour les normes handicapées? Elle me dit oui. Mais alors, il va aussi falloir changer tous les bus? Elle me dit oui. Il me dit, mais tu comprends bien que c'est impossible. Moi, quand je vois le chiffrage, mais on ne pourra jamais s'endetter à ce point-là. La communauté ne pourra pas s'endetter à ce point-là. Quand je me suis mise à décortiquer la loi accessibilité handicapée, en fait, elle reposait sur un principe de base qui est le principe d'égalité pour tous. Comme disait Pierre Desproges, quand j'entends égalité pour tous, je souris gentiment. Je trouvais que c'était quand même curieux de partir du principe d'égalité pour tous, parce que dès lors qu'on vendait aux handicapés qu'on allait remettre les villes à plat pour qu'ils puissent accéder à tous les lieux publics, c'était un énorme mensonge. Pour remettre les villes à plat, il n'y a qu'un plan de relance pour cela qui s'appelle la guerre. Sinon, c'est impossible. Déjà, ce qu'on leur vendait, c'était un énorme mensonge. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que cette loi d'accessibilité handicapée, non, n'a pas été faite pour les handicapés, mais pour relancer la croissance. C'est un plan de relance qui a profité à qui? Qui a profité au groupe Accor, parce que toute la petite hôtellerie est tombée. On obligeait les petits hôtels à mettre aux normes handicapées chaque chambre. On aurait pu obliger à mettre une chambre ou 2 chambres par hôtel. C'était impossible. Principe de réalité, je suis rentrée dans le premier hôtel qu'il y avait à côté de mon boulot. Je leur ai dit, comment vous allez faire? Ils m'ont dit, de toute façon, nous c'est clair, on va fermer parce qu'on est à 5 ans de la retraite. Et ils m'ont fait exactement le même discours qu'avec les petits agriculteurs. On ne peut pas, c'est impossible, ce qu'on nous demande, c'est de nous endetter. Effectivement. Ça a fait monter considérablement le prix du mètre carré à la construction. Ça a profité au groupe Accor, évidemment, puisque quand tous les petits hôtels ferment, et bien ma foi, les gens ils vont où? Principalement dans le groupe Accor qui a construit de nombreux hôtels. Ça a profité à l'industrie du transport, bien entendu, aux maîtres du bâtiment, à tous ceux qui ont fait les normes, mais pas tant que ça aux handicapés. Pour autant, moi, forcément, je voudrais, comme tout le monde en fait, quand on est d'accord sur ce qu'on nous annonce, en général, c'est que c'est un plan de relance. Comme tout le monde, on aimerait que les handicapés puissent accéder à tous les lieux publics, mais est-ce que c'est franchement réalisable? Je pose la question. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la loi Élan du nouveau gouvernement Macron dit non, puisque 100% des logements accessibles coûtent tellement cher et que l'État veut devenir promoteur maintenant directement. L'État dit 10% de logements neufs pour les handicapés, c'est largement suffisant. On voit bien que 10 ans après, les normes changent, que dès le départ, il n'y a pas de plan, il n'y a pas, comment je dirais, on ne fait pas de plan comptable de combien ça va coûter à tout le monde et est-ce qu'on pourrait faire autrement. Il n'y a pas de débat contradictoire. À ce moment-là, partout en Europe, les prestations pour les handicapés diminuaient. Dans le même temps, je ne sais pas si vous avez vu le film « Moi, Daniel Blake » de Ken Loach. Dans le même temps, une très très grosse boîte qui s'appelle Atos, 100 000 salariés, à la tête de Atos, Thierry Breton, notre ancien ministre des Finances, décidait de développer une branche
qui s'appelait Healthcare pour s'installer en Angleterre pour voir si ça pouvait marcher, pour remettre sur le marché de l'emploi les handicapés. C'est vous dire que je pense que cette loi pour les handicapés n'était pas faite pour les handicapés, mais vraiment pour ceux qui faisaient les normes et qui étaient intéressés à faire les normes. Je pense que dans tous les cas, le pouvoir de la grande fabrique est énorme puisque les lois s'appuient sur les normes techniques, c'était facile de faire passer ça. Après est arrivée cette loi de transition énergétique. La loi de transition énergétique, en fait, je dirais que c'est l'église de la Sainte-Isolation, hein, c'est exactement pareil. Il y a 30 millions de logements en France. Si on met une coque par-dessus, si on en met une à l'intérieur, ce sera magnifique. Les Français sont trop épargnants. Hein. Pour les faire mettre la main au porte-monnaie, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Tu payes et le réchauffement climatique diminue. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. C'est aussi un plan de relance. Il ne faut pas croire que l'État, d'un coup, devient écolo comme ça. Non, non, non. C'est un gros plan de relance pour nous endetter, bien entendu, si on peut. Mais tous les 10 ans, ça change. Donc si vous n'avez pas les moyens, ne culpabilisez pas. Si vous n'avez pas les moyens d'accéder à l'isolation, voilà. Mais en plus, ce que ça fait, si vous voulez, c'est que ça stigmatise les gens, les plus pauvres qui ne peuvent pas isoler. En ce moment, est en cours d'application un carnet de santé numérique de la maison que l'État voudra nous imposer. J'espère que vous direz non. Voilà. Tout simplement, en disant à qui appartient la maison, l'acte notarié, quels travaux ont été faits, en quelle année, quel type de travaux, de quand date votre chaudière, enfin, etc. Vous voyez quoi. Dès lors qu'on creuse un petit peu la norme, on se rend compte à quel point l'État voudrait qu'on lui serve de débouché. Voilà, qu'on serve de débouché à la grande fabrique, mais en même temps, comme l'État est actionnaire de la grande fabrique. Alors, l'été dernier, j'ai fait ma conférence à la Confédération Paysanne. C'est là que certaines personnes l'ont vu, voilà. Et quand Hugues m'a appelé pour me dire « Régine, tu ne voudrais pas faire ta conférence à la Confédération Paysanne parce que les normes, eux, finalement, ils sont en plein dedans, il faudrait faire un petit travail là-dessus. » J'ai dit, mais moi, c'est la gestion par les normes que j'explique, c'est-à-dire qui fait les normes et à qui profite le crime. Il me dit, bah ouais, justement, mais figure-toi, t'es pas toute seule. Il y a un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le ménage des champs. Le ménage des champs, Xavier Noulial. Je dis, quoi, mais c'est quoi ce livre? Il me dit, bah écoute, il vient de sortir. Je dis, bah écoute, je vais l'acheter, je le lis, je te rappelle. J'ai lu le bouquin de Xavier Noulial et j'ai pleuré après, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, tu me dois un rouleau de sopalin. Je me suis dit, ça y est, on est au moins deux à parler de la gestion par les normes. En fait, Xavier raconte sa vie aussi dans son bouquin, comme dans une conférence gesticulée. Xavier, au départ, il est ingénieur et il travaille chez Rhône Poulenc. Il est ingénieur-chercheur. Et on lui demande de mettre en place, il est à la tête d'une équipe, on lui demande de mettre en place ISO 9001, la démarche qualité. Et dès lors qu'on lui demande de mettre en place ISO 9001, alors il écrit tout ce qu'il sait faire, et ensuite il fera tout ce qu'il a écrit de la même façon. Donc il va tenir 5 ans, je crois. Et il va se dire, principe de réalité, il faut vraiment que je fasse autre chose, je ne peux pas continuer. Parce que quand on est chercheur, on est payé pour inventer des choses. Mais avec la certification, tu ne peux plus rien inventer, parce que dès que tu as une idée, tu la refiles à la certification. Alors évidemment, la certification, elle dit qu'elle n'en fera rien. Hein. Je suppose qu'elle la garde et qu'elle la vend, mais ça ne se dit pas. Et dès lors que la certification capture ton idée, elle te dit « Ah ben non monsieur, on est désolé, mais ça ne rentrera pas dans la procédure, là voilà, c'était pas une bonne idée. » Dès qu'il ressent ça, il dit « Il faut que je me barre. » Et il se dit « Pour être libre, je veux devenir éleveur. » Il va devenir éleveur et il va faire un BPREA avec sa femme Séverine, c'est un brevet agricole en fait quoi. Et il va vouloir acheter une ferme. Sauf que quand il achète une ferme, on lui dit, ben, va falloir investir, monsieur. Donc, si vous voulez les subventions, vous allez devoir passer par le parcours aidé. Et il dit bien, dès lors que nous sommes passés par le parcours aidé, en aucun cas, notre projet ne peut être le nôtre. Il est celui que l'administration a prévu pour nous.
C'est-à-dire que de fait, nous nous transformons en intermédiaires de l'État pour canaliser ces subventions vers la grande industrie. Et il dit bien, pour autant que nous travaillions à deux, nous étions seuls, pour autant que nous avions un bataillon de conseillers de l'administration, des coopératives, tout partout. Pour nous conseiller, nous étions seuls et un voile gris s'est posé sur nos vies. Nous devenions des gestionnaires de flux. En fait, très vite, pour écouler son stock, Xavier va avoir un troupeau de chèvres, en fait. Il se dit, je veux passer par la certification AB parce qu'il s'engage, en fait, à faire du bio. Pour lui, c'est son principal. Il va soigner ses chèvres par homéopathie, elles vont tomber malades, il va mettre 2 ans à les sortir de là. Lui pense pour la résistance de son troupeau. Il n'est pas du tout dans la zootechnie, quoi. Il essaie de travailler d'une manière intelligente. Ça va être un peu compliqué pour lui, très compliqué même. Et à un moment donné, il décide de monter son laboratoire de transformation pour faire ses propres fromages, quoi. Il s'engage dans la certification AB. Il dit bien, dès lors que nous nous sommes engagés dans la certification AB, nous allions devenir des scribes, c'est-à-dire des bureaucrates. Nous allions devoir renseigner la certification. Elle allait nous demander 100% d'obéissance. Et du même coup, nous allions nous transformer en gestionnaires de flux. Tout ce qui rentrait dans ma ferme devait être AB, tout ce qui sortait de ma ferme devait être AB. Mais à côté de chez moi, il y avait aussi un producteur AB qui avait 300 chèvres qui ne voyaient pas le jour, qui étaient enfermés toute la journée, mais qui étaient aussi AB parce que dès lors que les produits AB rentraient dans son élevage, il leur en sortait aussi des fromages AB. C'est-à-dire que l'agriculture biologique, dès lors qu'elle a accepté la certification, s'est engagée exactement dans un process industriel. Et Xavier Noulian dit bien que dès lors que tu rentres dans la certification, tout ce qui ressort de chez toi est industriel. Alors, personnellement, pendant plusieurs années, dès lors que j'ai compris moi-même quelle était l'incidence de ma consommation, moi-même, je me suis engagée à acheter AB, mais dès lors que j'ai compris derrière ce qu'il y avait AB, j'ai compris aussi que c'était industriel. On se crée ses propres pièges, en fait, quoi. Donc, Xavier raconte ça dans son livre. Xavier raconte aussi que ce qui est important pour lui aujourd'hui, c'est de dire que dès lors que nous acceptons de nous dire que nous nous sommes trompés dans le grand récit unificateur que nous nous sommes faits du progrès technique qui allait nous sauver, dès que nous acceptons que nous nous sommes trompés, alors tout de suite, au niveau de notre consommation, il surgit quelque chose de nous qui a besoin d'être au plus près pour comprendre ce qui nous arrive. En fait, ce que pose la question, Xavier pose la question, est-ce que nos troupeaux nous appartiennent? Moi, derrière, je pose la question, est-ce que réellement nos métiers nous appartiennent? Est-ce que nos maisons nous appartiennent dès lors qu'on nous oblige à les isoler? Est-ce que notre intimité nous appartient dès lors que les compteurs intelligents viennent capturer nos données? Est-ce que nos corps nous appartiennent encore dès lors qu'on nous demande, qu'on nous obligerait à les vacciner? La question se pose pour nous, mais enfin, ici on ne fait pas de politique, on se pose juste des questions. C'est à peu près les mêmes questions que Xavier nous pose. Et quand je lui ai téléphoné, en fait, il m'a dit, écoute, il faut absolument que tu appelles aussi Yannick Ogor, qui vient d'écrire un autre bouquin qui s'appelle Le paysan impossible. Donc j'ai appelé Yannick Ogor. Et Yannick m'a dit, mais alors on est 3. Et on s'est retrouvés à la Confédération paysanne à tenir ce discours, en fait. En fait, moi, mon discours, c'est... Quelque part, c'était ça. Après que certains aient vu ma conférence gesticulée, de toute façon, ce qu'on comprend, en fait, les normes, elles existent pourquoi, elles existent pour qui? Bah, évidemment, pour assurer la continuité de la grande fabrique, puisque c'est la grande fabrique qui décide des normes. Les normes, elles sont faites pour quoi? Assurer des rentes à l'État. Les normes, elles sont faites pour assurer la domination des pays riches sur les pays pauvres. Bien sûr, les normes, elles sont faites aussi pour éliminer les indépendants, pour récupérer leur part de marché. Elles sont faites aussi pour neutraliser les syndicats. Et là, je suis contente s'il y a des syndicalistes. Elles sont faites pour neutraliser les syndicats et, si possible, nous empêcher les alternatives.
Pour autant, les normes, elles changent tous les 10 ans. Donc, la standardisation, ça ne marche pas. Quand je fais tourner ma conférence, quand je vois partout ce qui se passe, pour autant, 10 ans, ou dans 10 ans, de toute façon, je pense que l'État acceptera une autoroute parallèle à l'autoroute industrielle, qui sera une autoroute d'expérimentation. Ce que j'ai découvert il y a 2 jours, en me plongeant dans la loi Elan, c'est quand même fort de café, parce que c'est Macron qui l'écrit en quelque sorte. Il dit, si un entrepreneur est capable de faire mieux autrement, qu'il le dise, parce qu'on ne peut plus rien inventer tellement il y a de normes. Nous sommes tombés dans une telle boulimie normative que nous ne pouvons plus en sortir aujourd'hui. C'est exactement ce que dit aussi le Conseil d'évaluation de la norme qui a été créé en 2013. Le Conseil d'évaluation de la norme dit ceci. Quand le temps de papier sont plus longs que les temps de chantier, un constat s'impose. Il y aura bientôt plus de gens à faire les normes et contrôler leur application qu'à bien faire les choses sur le terrain. C'est pas sérieux. Donc, dès lors que vous voulez faire mieux autrement, faites-le. Et si pour ça vous devez être dans l'illégalité ou si vous devez tricher, surtout faites-le. Soyez créatifs, soyez inventifs. En gros, c'est ça. Donc, on nous invite à tricher. On n'est pas des tricheurs. Mais quand tricher devient une nécessité pour apporter autre chose, alors évidemment, il faut le faire. Et là, on reparlera forcément de la désobéissance. Ce qui s'est passé en fait à la Confédération paysanne, quand on a tenu ce discours dans cette réunion où les gars présentaient leurs livres et moi ma conférence, en fait, est arrivé Laurent Pinatel, qui est le responsable national de la Confédération paysanne et qui est devenu furieux, en fait, en entendant notre discours. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas compris pourquoi il réagissait comme ça, en fait. En fait, il a dit, mais de toute façon, il faut des normes, c'est très important, il y a des normes magnifiques qu'on les a mis en place. C'est vrai. De tous les cas, l'agriculture biologique et les normes qu'elle a mis en place, c'est parti d'une excellente intention, d'excellente intention au départ, quoi. C'est juste que ça a été détourné après l'industrie, quoi. Mais le sujet n'était pas d'opposer les normes utiles aux normes inutiles ou scélérates ou absurdes, quoi. C'était de dire qui fait les normes et à qui elles profitent. Du même coup, il est parti très en colère et je me suis dit, merde, je ne comprends pas sa réaction. Du même coup, j'ai discuté avec des syndicalistes qui m'ont dit, non mais attends Régine, intellectuellement, il est capable de le comprendre, c'est idéologiquement qu'il ne comprend pas. S'il ne comprend pas idéologiquement, ça veut dire qu'il n'admet pas qu'il s'est trompé et que ça fait des années qu'il pédale dans la semoule et qu'il est en train de négocier avec ces gens qui veulent les éliminer, quoi. En gros, c'est ça. Et ça voudrait dire aussi qu'il accepte de se dire, on s'est trompé, et du même coup, il faut qu'on invente autre chose, et du même coup, là, on pourra négocier, ou ne pas négocier, mais imposer autre chose. Je pense que ça va venir, il faut du temps pour faire les choses, tout simplement, quoi. Et quand je parlais des syndicats par rapport à la certification, c'est tout. Alors, c'est comment, Aldo? Ouais. En fait, quand j'ai travaillé sur le label égalité, quand j'ai vu qu'on vendait de l'égalité, déjà je suis tombée sur le cul. Je me suis dit, mais attends, on vend de l'égalité, mais c'est quoi cette histoire de vendre de l'égalité? Puis j'ai vu qu'on vendait de la mixité, et puis j'ai vu qu'on vendait de la diversité, mais je me suis dit, mais enfin c'est quoi ce truc? C'est devenu des produits en fait, quoi, tu vois? Alors c'est ISO au départ qui a fait un label égalité professionnelle, hein, pour que les hommes soient égaux aux femmes dans les entreprises. Alors ça ne parle pas du tout de la domination masculine, les filles, il ne faut pas rêver non plus, hein. Du tout. Non. Dans le label égalité, 10% de femmes cadres supérieurs, c'est l'égalité, tu as 18 sur 20. Il ne faut pas rêver les filles, 10% de femmes cadres supérieurs. Mais je me suis dit, attention, c'est la privatisation des fonctions syndicales. La semaine dernière, j'étais en Lorraine, et il y a une petite nana qui se lève à la fin, parce qu'on a discuté entre nous, hein, comment on va faire là. Et elle me dit, non mais attendez, moi je suis trop contente en fait que ma boîte ait décidé de passer au label égalité. Je suis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, parce que finalement ça fait un diagnostic génial et nous les filles on s'est rendu compte qu'on en était tellement loin. Mais je lui dis, mais tu crois que c'est normal que ta boîte elle paye pour ça?
Donc, une invitation quand même aux syndicats et aux syndicalistes, faites remonter, saisissez-vous, prenez les diagnostics d'AFNOR, de Veritas, saisissez-vous des diagnostics et faites la même, mais gratuitement. Mais surtout, dites bien à vos entreprises que dès lors qu'elles payent pour la certification, ce qui intéresse la certification, c'est pas du tout, mais alors là, pas du tout d'installer l'égalité dans votre boîte, c'est de vous piquer toutes vos données. Sous-entendu, votre boîte, elle fait quoi? C'est quoi sa spécialité? C'est quoi ses comptes? Et quand est-ce qu'on pourra la couler? Il ne faut plus être naïf, en fait. La certification, l'église de certification, c'est ça qu'elle veut. Vraiment, il faut être très très clair par rapport à ça, quoi. Aujourd'hui, un très très joli label a donné naissance à la loi Sapin 2. C'est un label ISO 37001, un label anticorruption. C'est magnifique. Quand tu vas sur la page de ISO, tu vois des gens qui s'échangent de billets de banque. Tu vois, demain, avec un billet de banque, tu dis, waouh, c'est la corruption. Et tu dis, ah ouais, ils ont fait un label anticorruption. Ils sont trop forts quand même, la certification. C'est vrai. La certification, elle vend du vent, mais elle le vend bien cher quand même. Et le raisonnement, pour comprendre le raisonnement, c'est ISO, avec sa calculette spéciale ISO, a calculé sur un échantillon dans le monde de 3000 entreprises, tu vois ce que ça représente au niveau du monde, 3000 entreprises, tu vois, a calculé avec sa calculette magique, en fait, qu'il y avait 1000 milliards d'euros qui s'échappaient chaque année des entreprises à cause de la corruption. Pourquoi? Ben, pas chez nous, hein, dans les autres pays. Pourquoi? Ben, parce que, finalement, l'administration était trop lente, et que comme les entreprises, eh ben, elles voulaient que leur dossier passe, eh ben, elles donnaient des sous à l'administration pour que leur dossier arrive au-dessus de la pile. Je suis bien gentille, mais en fait, ils nous prennent vraiment tous pour des blondes. Hein. Voilà. Donc, si on achète la certification ISO, donc toi, tu seras certifié honnête, ISO 37001, attends, je suis certifié honnête, évidemment, c'est toujours pour diviser les gens. D'un côté, les entreprises honnêtes, donc certifiées, et de l'autre, ceux qui ne sont pas. Tu vois quoi? Eh bien, là, dans ISO 37001, la loi Sapin calquée sur ISO 37001, en fait, la certification veut vérifier tous les comptes, tout ce qui s'échappe de la boîte, mais aussi des clients et aussi des fournisseurs. C'est furieux quand même. Hein? Donc, dès lors qu'on passe par ce genre de certification, on met en place une société totale. Je terminerai sur un petit discours que je vais vous demander d'écouter, ça dure 1 minute et demie, qui est le discours d'Alain Mogart. Alain Mogart, c'est un des maîtres du bâtiment, qui a décidé à un moment, pendant le Grenelle de l'environnement, que tous les artisans allaient devoir être certifiés, c'est-à-dire allaient payer pour bosser. Hein, d'accord? Parce que du même coup, comme 30 millions de logements à isoler, c'était quand même un beau marché. Et du même coup, éliminer les indépendants avant de nous obliger tous à rénover la maison, c'était quand même vachement intéressant. Il s'est passé un truc à Saint-Brieuc, ma ville, dans mon quartier. C'est que des drones sont arrivés dans le quartier pour survoler le quartier. En mettant, ensuite c'était EDF qui faisait ça au départ, en mettant, EDF, Bleu Ciel, en mettant dans les boîtes aux lettres de tous les gens de mon quartier un petit papillon pour leur dire, si vous allez sur tel site, on a survolé votre maison, vous allez voir que c'est une vraie passoire thermique qu'il faut absolument isoler. Dès lors que vous nous allez nous téléphoner, on va arriver avec nos brigades et on va isoler votre maison. Il y en a qui l'ont fait. Ben oui, hein, quand tu sais pas, tu es tellement plein de bonnes intentions, tu as envie de bien faire. Et puis, il y en a qui m'ont appelé en me disant « Oh, les fumiers, ils sont en train de nous enfumer complètement avec leur histoire. On n'en sait rien du tout de leur histoire, mais ils sont en train de dire que nos maisons sont des vraies passoires. » Et les gens du quartier ont fait tellement de foin que EDF est parti, se sont dit « Oh là là, finalement, ça ne va pas nous faire une bonne publicité. » Mais quelques mois après, chez GRDF, ils sont beaucoup plus malins. Ils sont allés voir directement le maire de Saint-Brieuc. Et ils ont dit « Monsieur le maire, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des balades thermiques ?» Des balades thermiques, mais c'est quoi des balades thermiques? Oh ben vous savez, on a un petit drone, on se promène dans un quartier, on invite tous les gens à venir avec nous, le drone survole leur maison, et à ce moment-là, on voit en direct sur la caméra si leur maison est une passoire ou pas. Et le maire a dit, oh ben écoutez, oui, c'est certainement une bonne idée.
parce que c'était tellement bien vendu, finalement le maire a dit bah oui, c'est certainement une bonne idée. Donc ils sont allés dans un des quartiers de la ville où c'est un ancien quartier ouvrier avec des maisons qui ont été faites dans les années 50, où ce sont des ouvriers qui sont pour la majorité en retraite, avec des toutes petites retraites. Bon, certains n'ont pas de bagnole, donc imaginez qu'ils n'ont pas le pognon pour isoler leur maison, c'est clair quoi. Hein. Et à ce moment-là, il est paru un article dans la presse, Saint-Brieuc, le quartier de la Villejoie a été survolé par les drones de GRDF. D'une manière thermique, il faut bien dire que les citoyens de Saint-Brieuc sont loin d'être irréprochables. Bon, parce que maintenant il faut rire, c'est clair, quoi. Bien sûr, parce qu'on les voit venir maintenant, enfin, c'est quand même trop gros. C'était quand même vachement intéressant. Alors, évidemment, j'ai fait une conférence à ce moment-là, quand ils ont lancé la certification RGE, c'est-à-dire pour trier les artisans, le discours est toujours le même. Il est facile à reconnaître, donc si vous entendez les mots, vous pourrez le reconnaître. En fait, on reconnaît toujours la même chose. Écoutez, on est content quand même, amis artisans, vous êtes des artisans. Nous allons nous lancer dans une grande aventure, voyez. On est content de vous l'annoncer. Il règne une grande confusion dans l'artisanat, vraiment une grande confusion. Il va falloir assainir la profession, il y a des tas de gens qui font quand même un peu n'importe quoi. C'est vous qui me dites, c'est vous qui venez nous le dire. C'est pour vous protéger, vous comprenez bien. Vous allez nous donner vos comptes, vos diplômes, tous les chantiers que vous avez faits. C'est pour vous protéger. Il y a trop d'incompétence. Si vous voulez faire voir que vous êtes compétent, apportez-nous des preuves. Apportez le dossier. Entrez donc dans la formation qu'on vous propose. Vous allez comprendre comment faire. C'est important pour vous. Il va falloir afficher que vous êtes compétent. Donc soyez certifiés. Bon, tu peux lancer le petit discours, ça, je pense que c'est le 6. Je vous invite à écouter, juste écouter. Tu mets assez fort? Je suis très content de pouvoir vous parler de quelque chose de très important qui est en train de changer votre vie. C'est l'aventure RGE. Les carottes sont cuites, c'est parti, c'est un mouvement irréversible. Ceux qui se disent j'attends, je verrai, je peux leur dire que c'est parti. Désormais, pour crédit d'impôt transition énergétique, la CITE, et pour l'éco-PTZ, ne pourront en bénéficier vos clients que si vous êtes entreprise RGE. Si vous n'êtes pas entreprise RGE, va falloir dire à la fin, quand vous discutez avec votre client, ah, vous ne pouvez pas bénéficier des 30% de crédit d'impôt. Ah, je ne peux pas vous trouver, on ne pourra pas trouver un éco-PTZ. Donc vous voyez que le marché, c'est le marché que vous avez. Vous n'êtes pas RGE, vous n'avez pas ce marché. Vous êtes RGE, vous avez le marché. Et vous me diriez, bon, mais il y a ça, et puis il y a d'autres marchés pour moi, même si je ne suis pas RGE. Je vous annonce que ça sera pareil pour le certificat d'économie d'énergie. Sans doute pas au 1er janvier 2015, mais bientôt. Donc là, pareil, ça y passe. Je vous annonce aussi que pour les aides de l'ANA, ça sera pareil. Donc, vous voyez bien qu'à partir de maintenant, c'est irréversible. J'entends déjà, il y a tous ceux qui disent « Ah, c'est compliqué, c'est un truc administratif, ça va me coûter cher. » Bon, alors d'abord, soyons logiques. C'est vous-même qui l'avez demandé, parce que vous trouviez que dans le secteur du bâtiment, tout le monde peut s'installer, il y a de la concurrence qui se fait dans des conditions pas normales, quoi, pas normales. Vous êtes concurrencé par des gens qui ne remplissent pas leurs trucs sociaux, ils utilisent des gens plus ou moins normalement, etc. C'est vous-même qui le dites tous. Nous, on fait bien notre travail, et on est concurrencé par des gens qui ne font pas bien leur travail. Eh bien, c'est clair, si vous faites bien votre travail, obtenez la qualification. Alors maintenant, on reconnaît très bien le discours. C'est pareil pour les formateurs avec le Datadoc l'année dernière. Tous les gens qui étaient dans la formation ont été obligés de se datadocker, c'est-à-dire de s'inscrire à un grand catalogue qu'on appelle le Datadoc. Grâce à ça, tous les formateurs, ils étaient obligés. Là, il est passé une loi qualité. C'est la première fois que j'entendais ça, en fait. Loi qualité, je n'avais jamais entendu. Décret qualité. Tous les formateurs se sont engouffrés
parce qu'on leur a dit, si vous n'êtes pas datadocké, vous n'aurez pas l'argent des financeurs. Donc vous ne pourrez plus faire des formations, ou alors si vous faites des formations et que vous n'avez pas les financements, c'est un peu une façon polie de vous dire, changez de métier, quoi. Hein. Tous les formateurs se sont engagés, vite, on va aller dans le Datadog. Ça a servi à l'État à faire un diagnostic précis du monde de la formation. Il y a 90 000 boîtes de formation. Les chiffres sont sortis là en mars 2018. 90 000 boîtes de formation, 14 milliards de chiffre d'affaires. Donc l'État s'est dit, mais voilà un joli marché. En fait, c'est ça. On élimine les formateurs. L'État, finalement, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le monde de la formation, jusqu'ici, le 1% formation était collecté par les OPCA. Maintenant, il y a à peu près 20 organismes, 20 OPCA. Il y en avait, je ne sais pas, 50, 80 peut-être avant, quoi. Et l'État voulait récupérer les 1% de formation. C'est fait, maintenant c'est les URSSAF qui vont collecter le 1% formation et c'est la Caisse des dépôts et consignations qui va gérer le 1% formation. Et l'État vient de créer une boîte nationale qui s'appelle France Compétences pour juger de notre formation, puisque l'État décide maintenant qu'il aura le droit de regard sur la qualité des formations. Donc on imagine bien qu'il y aura demain 20 grosses boîtes de formation en France, que les petits artisans de la formation seront éjectés. Avec Franck Lepage, qui est l'inventeur des conférences gesticulées, là, il avait une boîte de formation qui s'appelait l'Ardeur pour faire les conférences gesticulées. Franck a donné une partie des renseignements qu'on lui demandait, quoi, dont la pédagogie, le contenu des formations. Franchement, on est quand même un peu con parce que vente de l'émancipation, alors ça se fait pas du tout. Et finalement, j'ai écrit un article qui s'appelle « Un pavé dans le Datadog » en expliquant, puisque maintenant je reconnais tellement le vocabulaire et je reconnais tellement la façon de faire. Avec la certification, c'est la grande simplification. Dès lors que tu en as décortiqué 3 ou 4, tu reconnais tous les autres. En fait, ils n'ont aucune imagination, c'est ça qui est drôle. Maintenant, vous les reconnaîtrez aussi. Et du coup, je dis à Franck, mais c'est un piège, tu vois pas que c'est un piège? Il dit, ah putain. Il dit, c'est comme Niki, Gaspard et Aquarius, rien que le nom, tu sais qu'on se fout de ta gueule en fait, que c'est ça. Et il dit, ah ouais, mais du coup, non, on va pas, je vais pas continuer, je vais pas finir de remplir le dossier. Mais il a reçu un gentil courrier qui lui disait, de toute façon, monsieur, vous n'auriez pas été retenu par le Datadog parce que vos formations sont discriminatoires, elles s'adressent à des gens de gauche. Donc, en même temps, on arrive, si vous voulez, on n'a plus qu'à rire. Hein. Voilà. Donc, en même temps, c'est très amusant de voir ce qui se passe, comment ça va vite, mais en même temps, comme ça change. Dès lors que les lois, les normes reposent sur des règles absurdes ou sur la simple motivation, le profit, ça ne tient pas. Donc, il ne faut pas non plus tellement se tracasser. Maintenant, on connaît quand même le subterfuge, on le reconnaît. Simplement se dire que dès lors que l'État nous propose un cadeau, comme là, par exemple, pour l'isolation de nos maisons, pour que le RGE passe, la certification reconnue garant de l'environnement, au départ, l'État a dit vous aurez droit à 30% d'économie, vous ferez 30% d'économie d'impôt si vous isolez vos maisons. Ok ? 5 ans après, vous n'avez plus qu'à 10%. Les artisans ont bien reconnu qu'ils s'étaient trompés. Certains continuent d'être RGE quand même. D'autres disent c'est du pipeau, donc de toute façon, non, on n'en veut pas. De toute façon, dès lors qu'il y a 10%, vous pouvez aller voir Pierre, Paul, Jacques, votre voisin qui est artisan, que vous connaissez depuis longtemps, qui n'est pas RGE, ce n'est pas un problème. Les 10%, ça se négocie. C'est-à-dire que dès lors que nous-mêmes nous engageons à prendre un cadeau de l'État, un cadeau fiscal, forcément, nous devenons, comme les agriculteurs, ou comme un artisan, ou comme n'importe qui, nous devenons nous-mêmes l'intermédiaire de l'État pour canaliser ces subventions vers la grande industrie. Donc, dans tous les cas, ce que veut la grande fabrique et ce que veut l'État, c'est de la production de masse et de la production centralisée pour une gestion centralisée, pour une consommation de masse obligatoire. Évidemment, pour nous séduire, ils nous filent ces cadeaux, mais on n'est pas obligé de les prendre. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi.
on a un pouvoir considérable, juste il faut qu'on s'en rende compte maintenant. Donc, nos façons de consommer et nos façons de récupérer des cadeaux de l'État, aujourd'hui je pense qu'on a de plus en plus conscience de ce qui se passe. Partout où je vais, les gens sont conscients et déjà ils se sont engagés dans plein de choses. Quand je vous disais que pendant longtemps, j'ai vu le monde avec mes raisonnements et pas avec mes yeux, maintenant je regarde avec mes yeux. Quand je vais sur le marché le dimanche matin, je vois bien qu'il y a de plus en plus de producteurs qui sont là, de petits producteurs, et qu'il y a de plus en monde sur le marché. Donc je vois bien ce qui se passe. Dès lors que nous voyons le monde avec nos yeux, il est beaucoup plus rassurant, franchement, plutôt que le voir avec nos raisonnements. Alors je terminerai là-dessus. En fait, je terminerai sur un fait divers qui parle de désobéissance. En 2001, quand les tours se sont effondrées, les survivants ont été en majorité tous ceux qui ont désobéi aux ordres de ne pas bouger. Ça, c'est quand même une information intéressante. Et puis, je terminerai sur une phrase de Jomo Kenyatta, qui était le président du Kenya, et qui disait ceci. Quand les pères missionnaires sont arrivés en Afrique, nous avions nos terres, ils avaient la Bible. Ils nous ont demandé de fermer les yeux et de prier. Alors nous avons fermé les yeux et nous avons prié. Quand nous avons rouvert les yeux, nous avions la Bible, ils avaient nos terres. Ne nous laissons pas coloniser. Merci à vous, merci de m'avoir écouté.